plus on a, mieux c'est. Et en fait, c'est vraiment une erreur. Parce qu'on a aussi eu des partenaires. Toi aussi, tu as évoqué cette notion tout à l'heure de combien de leads tu peux lui apporter aussi. Parce que le donnant-donnant, c'est hyper important. Si tu n'apportes rien, je pense qu'à un moment, ton partenaire, il peut... Privilégier les partenaires parce que l'effet long terme et d'échelle est bien meilleur. Ok. Et ils ont des... Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Alliance, podcast qui a pour vocation à vous aider à construire, optimiser et développer vos partenariats. Je suis Maxime Imbert, donc j'ai 10 ans d'expérience dans la vente et le partenariat dans différents secteurs. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous aider à créer et développer vos partenariats. Et donc pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Lecause. Plus qu'un entrepreneur, c'est un ami, puisqu'on a passé notre bac ensemble. Super. Donc Thomas, sois le bienvenu. Merci d'être l'invité de ce premier épisode. Merci, super content et honoré d'être là pour ce premier épisode, Max. Merci. Est-ce que tu peux te présenter du coup ? Bien sûr. Écoute, on se connaît, donc je vais aller vite. Mais en gros, parcours assez classique. On a passé le bac ensemble, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai très tôt eu le goût d'entreprendre. J'ai monté une première auto-entreprise pour des petits projets perso pendant mon école d'ingénieur, qui a vite dérivé vers le web marketing, mais plus sur le côté technique, monter les sites web, monter les automatisations marketing, qui est un truc qui m'a beaucoup plu à une époque. Ouais. Puis, après quelques voyages et aventures, je me suis installé à Paris. J'ai monté une agence avec un associé, une agence de développement, c'est ce qu'on savait faire. Et on n'avait pas d'idée de produit, surtout on avait quand même cette volonté de monter un produit à l'époque, je me souviens, on n'a pas trouvé, on dit on va vendre nos services. Et en 2020, avec le même associé, j'ai monté une société dans la cybersécurité qui s'appelle Arsène, qui est peut-être l'expérience la plus intéressante dans le cadre de ton podcast à évoquer. Donc société de cybersécurité, peut-être qu'on en parle après, je sais pas. Oui, c'est le but. Est-ce que tu peux présenter Arsène du coup? Ouais. Très bien, on est parti. Donc on fait un truc, on évolue dans le monde de ce qu'on appelle la sensibilisation. En gros, il y a plein de menaces, il y a plein de cyberattaques, il y a plein de problèmes en cybersécurité, on le voit aux infos régulièrement. Une des causes majeures de cyberattaques, c'est souvent la manipulation de l'élément humain. Et c'est assez pénible à colmater comme faille. C'est-à-dire que tu mets autant de couches de sécurité que tu veux, tu as toujours quelqu'un pour débrancher ou faire une erreur. Et même s'il y a plein de systèmes de sécurité qui t'aident là-dessus, l'humain, c'est quand même une espèce de boîte noire très compliquée à entraîner correctement, parce que la cybersécurité, ça passionne pas grand monde. Et quelqu'un qui est occupé dans une journée bien remplie n'a pas que ça à faire que de se faire un e-learning, d'être formé ou autre. Et donc, on a développé une plateforme SaaS, donc c'est un logiciel que les entreprises installent et configurent, qui permet de simuler les attaques. Ok. Et de faire de l'entraînement par la pratique. Et donc du coup, toi, en tant qu'employé d'une entreprise qui est cliente chez nous, tu vas recevoir des emails et maintenant d'autres formes de menaces. On fait aussi du phishing, on fait plein de trucs assez sympas, qui vont reproduire le comportement de l'attaquant pour analyser ton comportement et t'entraîner si tu fais des erreurs. Ok. Peut-être pour bien introduire le sujet, c'est vrai qu'en préparant ce podcast, j'ai vu que le marché de la cybersécurité, c'est à peu près un marché à 180 milliards d'euros par an, 5 milliards en France. J'ai vu aussi que d'affaires, ouais. J'ai vu aussi que le phishing représente à peu près 80 à 90% des attaques. Est-ce que tu as plus de données ? Est-ce que tu peux partager un petit peu ce qui se passe sur ce secteur et pourquoi tu as choisi de développer ça spécifiquement ? Alors c'est hyper intéressant. Donc cette stat de 80-90%, elle est souvent mise en valeur par ma compétition, par des gens de mon milieu. Si tu regardes vraiment la part du phishing, donc vraiment un email malveillant qui cherche à extraire de l'information ou faire une action comme donc de la fuite d'informations ou typiquement de l'installation de malware ou autre, donc tout ce qui est ransomware et autres, ça commence souvent par la manipulation des gens. On est plus sur du 50%, tu vois, 45, quelque chose comme ça. Si on est sur les stats, quand on prend les rapports d'incidents ou autre, donc vraiment sur ce qui a marché. Après, le volume de phishing envoyé dans le monde, il est phénoménal. Un email, ça coûte rien. À l'attaquant, ça coûte rien. S'il se rate, il se rate. Si ça fonctionne, c'est un risque asymétrique pour lui. Donc ça, c'est pour gérer la réalité du marché. Maintenant, sur ce qui m'a motivé à le faire, je vais te dire très probablement, et c'est un aveu de ma part, tu vois, mauvais comportement entrepreneur, comportement typique d'ingénieur et de développeur, mon associé étant aussi ingénieur, et c'est, écoute, ça a l'air fun, on sait faire, on sait simuler l'attaque, on peut jouer au méchant tout en restant dans un cadre légal,
les premières fois qu'on envoyait du phishing sur des gros clients, c'est absolument incroyable. Hein. Tu te comportes exactement comme l'attaquant et tu vois que tu pourrais pirater des boîtes et tout. Donc il y avait ce côté vraiment excitant. Et donc la jeunesse, c'était un peu ça. On arrive à le faire. On arrivait à le faire parce qu'on avait des bons automatismes, des bons outils. On arrivait à le faire à un coût qui était très modéré et on avait de l'attraction. C'est-à-dire qu'on envoyait un email, on dit salut, on fait ça pour ce prix-là. Est-ce que ça vous dit? Et ça nous rappelait quoi. Donc on s'est dit c'est incroyable. Le business model était là, quoi. Ben ouais, c'était simple et on s'est dit avec ces signaux de traction, on peut pas se rater. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai tellement de concurrents que je les connais pas, si tu veux. Hein. Donc tu peux pas tout de suite être en veille de marché, tiens, qu'est-ce qu'ils font ou autre. Il y a quelques gros acteurs qu'on croise sur les appels d'offres, sur les trucs sérieux. Mais dans l'ensemble, tu as toujours quelqu'un qui dit mais vous connaissez un tel, ils font comme vous, je crois. Moi maintenant, parce que la boîte commence à avoir une certaine marque, une autorité, et on fait des trucs qui sont assez uniques. Mais ça a pris, tu vois, ça fait 4 ans maintenant. Ouais. Ça a pris 4 ans à pouvoir dire, non, en fait, très clairement, si vous voulez un truc très très quali, on appelle Arsène. Avoir cette réputation-là auprès de partenaires techniques comme de clients finaux, déjà, c'est pas encore gagné parce qu'on n'a pas un marketing qui est aussi développé que certains gros acteurs. Mais la différenciation technologique, même en y allant fort, parce qu'on a fait une levée de fonds, on a recruté des ingénieurs et tout ça, ça a pris beaucoup de temps. C'est un marché qui est très blindé. Donc la jeunesse, c'est un truc qui nous excitait techniquement. Tu vois, c'était un bon usage de nos connaissances. C'était fun, c'était un produit. Donc ça changeait de ce format d'agence qu'on avait qui nous fatiguait. Et ça avait un potentiel hyper intéressant parce que c'est vrai que le marché... Alors la cybersécurité, c'est quand même un marché qui n'est pas si simple que ça, mais qui est clairement... Il n'y a pas l'éducation du marché à faire, quoi. On n'est pas sur une niche. Tu vois, t'as été toi dans des industries beaucoup plus niches que la mienne. La cyber, tout le monde connaît. Ça ne veut pas dire que tout le monde se comporte comme il faut face à un email de phishing, mais on en a tellement entendu parler qu'on n'avait pas à éduquer le marché sur le besoin d'être plus en sécurité, si tu veux. Et donc quand tu dis marché très concurrentiel, il y a de nombreux acteurs du coup en France, à l'étranger. Si tu parles un peu du marché, comment ça se répartit aujourd'hui? Je dirais que cybersécurité, hein, si tu prends le marché global, tu as quand même 2 pays qui ressortent du lot. Hein. Tu as Israël et les États-Unis qui ont une force de frappe sur le marché, des efforts de réseau qui sont absolument incroyables. Tu as des gros acteurs qui se concentrent et puis tu as des alumni des anciens grands players de la cybersécurité qui refondent d'autres boîtes. Et je ne vais pas dire que c'est un entre-soi, tu vois, mais c'est quand même, tu revois quand même souvent les mêmes noms qui deviennent après investisseurs, tu vois, donc fondeurs puis investisseurs, puis c'est un cercle assez concentrique. Donc le marché se répartit, après bon, c'est un marché global, il y a des problèmes de cyber partout. La maturité est pas exactement homogène, mais ça a quand même tendance sur les trucs aussi, je dirais, connus que le phishing ou la sensibilisation. Il y a quand même des grandes méthodes qui existent. Donc nous, chez nous, hein, le monde de la sensibilisation, en gros, hein, c'est une partie e-learning, formation théorique, comprendre les enjeux, la culture, et une partie souvent mise en pratique, simulation, là où nous, on est très focalisé. Après, j'ai complètement oublié le reste de ta question. Qui était de parler du marché, comment il se répartit aujourd'hui. Mais tu peux nous parler aussi peut-être du phishing, parce que vous avez choisi une spécialité aussi dans la cybersécurité. Et donc finalement, vous adressez une partie du marché, mais c'est de se dire peut-être vous le faites mieux que les autres, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Vu qu'il y a beaucoup de monde. Alors, il y a 2 choses. Il y a eu un gut feeling. C'était l'e-learning. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'agence qu'on a montée avant, on était spécialisé dans l'e-learning. Donc, en gros, même si on n'avait pas de produit, le gros de notre travail était de mettre en place des plateformes, qu'on appelle des LMS, des Learning Management Systems. Et là, il y avait plein de technos différentes, pour plein de clients différents. On a bossé pour. C'était une toute petite structure, hein, mais on bossait pour des grands comptes, puisqu'on avait des boîtes comme ICAD, GRDF. Et ça allait d'un e-learning, je dirais, classique, hein, où tu as dû le subir, toi, sur la finance, avec toute la régulation, où on t'apprend des bases, attention, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, en cas de, qui est-ce que je notifie. Et c'était un format, bon, tu as un contenu, tu as un QCM pour vérifier que c'est bon, et tu as un petit diplôme PDF à la fin qui dit que tu as été entraîné. Et donc ça, on l'a fait. Il y avait comme des projets marrants. Hein. Typiquement, on a bossé pour la ville de Dubaï. Et la ville de Dubaï, les mecs ont un jeu vidéo pour apprendre à vendre la ville. C'est-à-dire que nous, à Paris, en gros, Paris, première ville touristique, tout ça. En gros, tu es une agence de voyage et tes agents, il faut leur apprendre. Tu vois, il faut mettre en valeur Paris. À l'époque, c'était en gros un PowerPoint et Paris, trop bien, ville lumière. Tu es agent de voyage et tu dois apprendre à vendre la ville de Dubaï. Tu as tout un département chez Dubaï qui s'appelle le Dubai College of Tourism et les mecs ont fait un jeu vidéo pour ces gars-là. Donc ton agent de voyage, il est en train de jouer avec des cartes et tout. Et donc on a piloté ces projets-là. On a fait différents travaux sur l'infrastructure, la gestion de projet, le développement. Bref, donc fort de cet héritage-là, on voulait pas remettre les pieds dans un truc où
essentiellement, à part les quelques projets fun, on faisait de la conformité. C'est-à-dire qu'on déployait des LMS dans les boîtes, on mettait des modules très standards qui parlaient de lois contre le financement, loi anti-blanchiment, financement du terrorisme, qui sont des régulations passées une certaine taille et certains flux. Et je trouve que l'impact qu'il y avait était c'était faible. C'est de la conformité pure et dure. Et on est arrivé, et là, il y avait à la fois un gut feeling et à la fois un espoir, je dirais. Le gut feeling, c'était, le e-learning, ça fait des années que ça existe, et ça fait des années qu'on forme les gens sur ne pas cliquer sur un phishing, et pourtant ils cliquent. Et donc on s'est dit, la solution est dans la pratique. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est ingénierie sociale, et le phishing est un symptôme de ça, les techniques de manipulation, ce qui se passe, c'est que ça va jouer sur des leviers émotionnels. Et en gros, l'idée, c'est de te faire avoir une réaction émotionnelle et pas une réaction rationnelle. Ouais. C'est-à-dire que si tu es devant ton email de phishing en e-learning, tu sais que c'est un email de phishing où on te dit analyse, est-ce que c'est un piège ou pas. Sur ton QCM, tu as bon, parce que tu es en mode rationnel. Tu dis, bah voilà, l'URL là, elle est quand même bizarre. Le prétexte, il est quand même bizarre. Maintenant, tu te prends un email dans ton day-to-day, dans ton quotidien. Tu récupères un email qui va jouer sur la peur, l'autorité, la curiosité. Ça va activer chez toi une réponse émotionnelle et tu vas court-circuiter la réflexion rationnelle et tu vas pas réfléchir. Tu vas dire, waouh, faut que je traite ce truc-là, c'est hyper urgent. Mon compte a été compromis, faut que j'appuie ici pour récupérer mon compte, sinon les mecs ils vont avoir accès à mes emails, mettre à jour mes mots de passe et tout ça. Et donc tu fais une erreur, tu cliques et tu te fais avoir. Et c'est l'idée d'un côté était le gut feeling de on va régler ce problème en faisant un max de pratique parce qu'au bout d'un moment tu vas être blindé. Et donc ça c'était le gut feeling, tu vois. Et l'autre chose, c'était, on ne veut pas juste faire de la conformité et avoir des petits modules d'e-learning, comme en plus, il n'y avait pas de différenciation, tout le monde faisait ça. On ne va pas refaire un truc qui existe déjà parce qu'on ne saura pas différencier, donc on ne saura pas se marketer, on ne saura pas dire, nous, on fait un truc unique. Le résultat des courses, c'est quand même qu'on s'est retrouvé dans la niche de la niche, et ça a été très compliqué pendant longtemps d'avoir un positionnement fort et de remporter des appels d'offres dans un marché qui est mature. Qui en plus, on s'adressait plutôt à des boîtes matures. On a eu de la chance d'avoir très tôt des beaux clients. On a signé les Jeux Olympiques de Paris quand ils étaient, ils étaient 200, je crois. C'est 200 collaborateurs. C'était en 2021, tout début 2021. Et on a fait jusqu'à la fin. On a clôturé là après les Jeux. T'étais monté jusqu'à combien de personnes Presque 5000. Ouais. Donc on les a vus croître. Et donc, on avait la chance d'avoir ces clients-là, mais qui nous ont tirés vers le haut en termes de maturité. Et donc, tout de suite, on répondait beaucoup moins aux boîtes qui voulaient juste un truc qui marche, quoi, tu vois, ou un truc un peu sympa. C'était tout de suite des questions un peu pointues. Tu vois, non, on veut faire ce type d'attaque-là, on veut pouvoir customiser ce truc-là et tout. Donc, on a tout de suite eu. Et alors, nous, tu vois, avec notre côté ingénieur, genre, on va faire un truc de malade, ça nous a alignés et on a foncé là-dessus. Mais on s'est quand même retrouvé forcément sur des comptes qui avaient déjà des plateformes e-learning. Et donc ça nous a coupé toute une part du marché. Pourquoi ? Parce que marché mature, et en fait ils avaient déjà des cahiers des charges déjà faits, il y avait des cases à cocher. Les gars de chez Arsène, trop bien, vous avez un produit de fou sur la simulation, mais vous avez rien du tout en awareness, donc c'était vraiment en e-learning, content, tout ça. Donc très compliqué, quoi. Et d'autant, alors tu me dis si je me trompe, mais le marché, aujourd'hui tu es obligé de former tes collaborateurs à tout ce qui est phishing, e-learning, donc ça c'est aussi mandatory pour les sociétés ou... Alors pas toutes, pas toutes. En fait ce qui se passe c'est que c'est pas forcément obligatoire, tu peux t'en sortir sans le faire, tu vois, toujours pareil, tu as des règles de taille, de CA et tout ça, mais de plus en plus. Et tu as plusieurs choses, donc déjà le RGPD, qui touche tout le monde, te demande de sensibiliser tes collaborateurs à la notion de données personnelles, quoi faire en cas de fuite, tout ça. Le truc, c'est que c'est très vague, sensibiliser. Et ça peut être fait de moult façons. Tu vois. On a des partenaires qui font, on y reviendra, mais qui font des serious games, tu vois, absolument incroyables. On en a qui font un test de phishing dans l'année, c'est bon. Mais tu as quand même une montée de poussée réglementaire et de conformité à plein de niveaux. Encore actuellement, il y a des déploiements en ce moment sur des nouvelles normes. Tu as également beaucoup de gens qui veulent se cyber-assurer. Et pour ce qu'on appelle la mise en conformité assurantielle, donc l'assureur va dire moi je veux bien t'assurer, mais par contre il faut quand même que tu montres que tu as fait un minimum, et donc en fonction des assurances, et là c'est pareil, ça va dépendre de plein de choses, il y en a qui vont dire il me faut un test dans l'année ou 3 tests de phishing, et ils vont pas se satisfaire de t'as un e-learning, tu vois, et donc ça nous a quand même pas mal aidé, et les cyberassurances sont d'ailleurs devenus des très bons partenaires. Ok, écoute, c'est une très bonne transition en tout cas. Je pense que le sujet est bien posé et l'univers dans lequel tu gravites. Ton client idéal aujourd'hui, c'est entreprise, B2B forcément. Ouais. Tu as une taille en particulier ? Ouais, plutôt. Alors, honnêtement, on a tout, et je veux dire, tous nos clients sont ravis, mais il y a deux choses. Il y a une fibre technique sur l'utilisateur final, et on l'a moins sur les petites boîtes. On l'a parfois, et c'est un super fit. J'ai en particulier
En termes je dirais, une des boîtes qui est aujourd'hui une des plus petites du portfolio, qui est quand même, c'est quand même décent, on est sur plusieurs centaines de personnes, mais qui est très technique, ça va être Klaxoon, boîte française, et eux, tu vois, l'opérateur est super technique sur la plateforme. Et donc là, il y a des vrais fits parce que tu peux faire plein de choses. La boîte qui cherche juste de la conformité pour cocher ses cases, avoir son assurance, on n'est pas les meilleurs. Il y a des trucs que tu appuies, tu as un rapport, t'inquiète, ça c'est sécurisé et tout. Et en fait, ils cochent des cases et c'est parfait. Donc là, appel d'offres, tu déclines, tu vas pas forcément. De toute façon, j'y vais très rarement sur les appels d'offres. Mais même ils viennent me voir en inbound, tu vois. Salut, on fait ça, je vois les besoins, tu vois. On préqualifie, on sait vite si c'est de la conformité ou pas. Genre, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est ta cyberassurance qui t'a demandé? Si c'est que pour ça, sauf si on connaît la cyberassurance, auquel cas c'est très différent. Je sais que on va le prendre, mais on va pas attribuer beaucoup de. Tu vois, dès que je vois qu'il y a de la compétition, qu'ils disent mais est-ce que vous pourriez faire ça? Tu vois, je disqualifie. On sera pas les meilleurs. Okay. Donc il y a deux choses. Il y a l'appétence technique, et ça en général en fait on le retrouve sur les tailles plus grandes parce qu'ils ont du coup des rôles qui sont plus divisés. T'as pas quelqu'un qui gère la sécu, le parc informatique, t'as tout de suite quelqu'un qui gère la sécu et il a de l'assistance, il a une équipe. Tu vois, donc on parle au size, au RSSI, au responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et s'il est seul, en général, c'est pareil. Alors des fois, il a l'appétence et c'est vraiment sa priorité, mais en général, passer une certaine taille, il doit gérer plein de trucs en cybersécurité. Tu vois, ça bible de partout, il y a des rapports et tout. Donc c'est pareil, on est bon, mais et mieux maintenant. Mais à l'époque, c'est compliqué. Maintenant, c'est automatisé et tout, mais à l'époque, c'était faut lancer manuellement, faut programmer, machin, c'était pas évident. Maintenant que c'est automatisé, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, du coup, la taille, là où on se marre le plus, et en plus de ça, c'est difficile de faire aussi bien que nous, à l'échelle, aussi personnalisée, à partir de 1000 personnes, et le sweet spot étant de 1000 à 6-7 000. Okay. Au-dessus, on le fait aussi, on a des trucs à plus de 100 000, tu vois, ça se fait. Je pense que c'est peut-être la prochaine phase, et c'est plus des problématiques qui sont de gestion d'organisation, de filiales, de scope de reporting et tout, sur les trucs où on est encore très 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 pointu et bon sur la qualité de la simulation, l'échelle de la simulation, mais surtout ce qui est pas conformité, j'ai envie de te dire, mais la partie vraiment, tu vois, reporting pour le COMEX, ces trucs-là, c'est pas des features qui sont hyper développées chez nous aujourd'hui, tu vois. Par contre, c'est sur la roadmap, très clairement, court terme. Ok. Écoute, c'est très clair. Aujourd'hui, si on part sur ton organisation commerciale, marketing, tu t'organises comment chez toi? Comme on peut. C'est vraiment, faut le voir, c'est vraiment une boîte tech. Et aujourd'hui, on amorce vraiment ce côté structuration du marketing et sales. Vous êtes combien aujourd'hui? Ce qui signifie une petite dizaine. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends tous les rôles de sales et marketing avec quelques freelances qui mettent sur la partie marketing. Okay. Parce que je peux pas tout faire. Mais j'ai avant tout quelqu'un qui est en customer success. Parce qu'il absorbe d'une part toute la réactivité et puis il gère les comptes dans le temps. Ce qui fait qu'il connaît beaucoup mieux maintenant les clients que moi, et c'est hyper agréable d'avoir cette personne-là. Mais j'ai pas de sales aujourd'hui, j'ai pas tu vois, d'avant-vente, machin. Je fais toute cette partie-là, c'est moi qui la gère, et le produit est aussi hyper simple d'utilisation. C'est-à-dire qu'il va très loin, mais pour un usage de base, donc avant les premiers calls de CS où tu commences à raffiner ta stratégie, c'est assez. On pourrait mettre en self-serve, c'est juste qu'en self-serve, une boîte de 1000 personnes, elle y va pas, quoi. Donc ils veulent du high touch, ils veulent te parler, ils veulent comprendre un peu, et puis ils ont des questions sur la sécurité, des machins. Et le reste de l'équipe, c'est que des ingés, je dis ingés, développeurs, tu vois. Travailler sur la plateforme. Mais développeurs seniors. J'ai même pas. C'est tous des gens qui ont des gros CV, pas forcément des diplômes, mais des CV qui ont vraiment fait des trucs complexes, quoi. Ok. Pour tes premiers deals, tu as fait comment du coup? C'est le réseau, c'est ton marketing qui t'a amené justement ces premiers leads, ces premiers deals? Pure outbound. Y a deux choses pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu. Il y en a qui vont me dire c'est débile, tu choisis pas la facilité. C'est vrai. Le truc, c'est que utiliser le réseau existant, ça aurait peut-être été malin, mais je voulais quand même valider qu'on arrive à acquérir du client qui ne nous connaît pas. Et donc l'offre, qui avait un fit, un product market fit, que on avait la capacité d'acquérir du client en autonomie sans que ce soit des gens qui nous connaissent. Tu vois, donc mon associé s'appelle Alex. Quelqu'un se dit tiens, Thomas et Alex ils bossent bien, ils ont fait des trucs cool dans la LMS, on va leur donner une chance, tu vois. Parce que ça valide pas le circuit d'acquisition, et même si je dis on a fait plein d'erreurs d'ingénieurs, tu vois, produit, on avait quand même un business qui marchait, une vie confortable avec l'agence.
On voulait on voulait un produit, on voulait vivre d'autres expériences, mais j'allais pas arrêter de bosser sur l'agence si j'avais pas la sensation quand même qu'il allait avoir une traction commerciale. Et le pire du pire qui puisse arriver, et j'ai fait cette erreur-là bien trop de fois, c'est de développer un produit dont personne ne veut. Tu vois, c'est con, mais quand t'as pas les capacités de développer, tu vas tout de suite voir valoriser le temps du développeur. Tu vas dire, attends, le mec, il va me prendre 10 000 balles pour sortir un truc, si personne n'en veut, je viens de lâcher 10 000 euros de mes économies. Quand tu es assez bon pour faire un truc, et maintenant en plus avec ChatGPT, j'ai envie de te dire, tu peux vraiment faire des MVP. Je préconise pas de mettre des trucs en production chez les grands comptes avec du ChatGPT, mais tu vois, tu peux vraiment te retrouver avec des prototypes vendables assez vite. Quand tu as la capacité de développer, tu valorises pas forcément ton temps. Tu dis attends, je vais faire ça, ça va être trop bien, et tu peux passer des mois et des mois. Et j'en ai vu, j'en connais plein des gens qui ont foncé tête baissée sur un produit sans avoir la moindre validation commerciale derrière, ou la moindre idée du modèle ou la valeur qu'ils allaient produire. Et ça, c'était un truc qui me faisait vraiment flipper. Typiquement en agence, tu vois, donc à l'époque on avait l'agence, on s'est retrouvé plusieurs fois, malgré des warnings à dire aux clients, mais ça, vous êtes sûr que vraiment les gens vont le vouloir à la fin, tout ça. Plusieurs fois développer des projets où on savait que c'était, au bout d'un moment, on savait qu'en fait ils ne vendraient jamais, quoi. Donc on développe un truc qui coûtait quand même pas mal d'argent, et on savait que le truc verrait jamais le jour sur le marché ou allait jamais rien apporter. C'était hyper frustrant pour nous. Et après, il y a des fois on disait pas non, quoi. C'était aussi commercialement, on pouvait pas dire non, mais on voulait pas ça. Bref, donc du coup, on a tout monté de zéro et ça a été email à froid. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de faire l'email à froid par rapport à l'époque. Mais à l'époque, ce qui m'a fait beaucoup acquérir des clients, c'était un truc tout simple. Donc j'utilise une solution de prospection. On peut les citer peut-être. Bien sûr, vas-y. Ça s'appelait Lemlist. Enfin, ça s'appelle toujours Lemlist. Et Lemlist était un des seuls à l'époque à avoir la possibilité d'insérer des images custom à la volée. Tu vois, ils avaient un merge tag, c'était une image. Et en fait, j'avais pris une photo de moi. Alors, on n'avait pas de bureau à l'époque, on bossait dans un café et tout. C'était très lean. Et j'avais pris une photo de moi avec un truc, une espèce de montage pour faire un selfie stick, quoi. Et j'avais un ordi dans les mains. Et j'avais mis une page de login, tu vois, de phishing, quoi, exactement comme une page de phishing. Et il y avait un logo dans l'ordi qui était dynamiquement, qui changeait en fonction de qui je l'envoyais. Tu vois, donc toi, tu recevais le truc avec le logo de ta boîte. Et j'envoyais ça au RSSI de la boîte et je disais comment vos collaborateurs se comporteraient face à cette page-là, quoi. Juste ça, ma tête, et puis une petite séquence de follow-up derrière, avec quelques stats et voir ce qu'on fait, quoi. Et c'est avec ça qu'on a eu nos 10 premiers clients, tu vois. Qu'on a pu affiner le produit parce qu'au début il n'y avait pas de produit, hein, on faisait ça à la main. Pareil, on ne voulait pas créer un truc sans avoir de demande client, de feedback, et donc on a tout développé à la main, et c'est comme ça qu'on a lancé la boîte. Ouais, donc finalement très tech, de profil très ingénieur, mais vous avez quand même eu aussi un vrai côté commerciaux pour valider votre produit et se dire bon là on lance, il y a quelque chose. Quand on a 10 clients, on a 10 leads, on y va. Ouais, quoi. ouais. Il y avait effectivement cette volonté. Et encore une fois, je pense que chat échaudé. Tu vois, on a vraiment vu des projets coûter des dizaines de milliers d'euros et on savait que ça allait nulle part. Tu vois. Et en plus, à cette époque-là, on bossait dans un café coworking qui a été mon QG pendant les années de l'agence aussi. Et on a vu beaucoup de gens à cette époque-là vouloir entreprendre sur leurs années de chômage. Donc en fait, ils quittaient leur boulot, ils étaient en chômage et ils bossaient sur des projets. Et j'en ai 2-3 en tête comme ça, et des projets, on les voyait, et les mecs étaient passionnés, tu vois, ouais, on va faire ça, c'est incroyable et tout. Et ils passaient un temps considérable, ils allouaient des ressources considérables en termes de cash, en termes de temps, en termes d'énergie, et des trucs sur lesquels tu posais la première question, c'est mais du coup, t'as des clients qui te financent, tu es en co-création et tout. Ah non, mais je suis sûr que ça va marcher. Et le truc, c'est qu'une fois que tu es dans cet état d'esprit-là, c'est un énorme danger. Si tu as les moyens de créer du code et de créer un produit et de le raffiner, et l'entrepreneuriat, c'est hyper dur parce que pour moi, tu as une boucle de feedback qui est longue. C'est-à-dire que tu prends des actions qui te coûtent et le feedback, le bénéfice de ces actions-là, tu sais pas trop quand et comment tu vas le récupérer, tu vois. Certes, si tu te plantes, tu as de l'expérience, c'est cool, mais il y a un moment, il faut quand même que tu manges. Et donc, il y a un moment, tu vois, surtout quand tu sors du CDI, tu dis je vais être entrepreneur et tu vas revenir sur un CDI, c'est un goût de défaite quand même, tu vois. Et quand t'as pas de CDI et que t'as jamais le droit au chômage ou autre, le goût de défaite, c'est t'as plus d'argent, quoi. Donc ça peut être compliqué. Et donc ouais, ça m'a fait vraiment flipper et je voulais pas déjà d'une part scier une branche qui était, tu vois, pas idéale, pas épanouissante ou autre, mais qui fonctionnait, tu vois. J'avais un style de vie qui était très correct avec l'agence, qui était plutôt d'ailleurs très optimisé autour de mon style de vie.
Et je voulais pas du coup me lancer dans un truc qui avait zéro validation, bien sûr. Ok. Non, mais très très clair. Si on part ensuite sur l'accélération que tu as eue, vous avez aussi levé des fonds en 2022. Ouais. Comment s'est fait votre accélération commerciale? Est-ce que c'est fait jusqu'à la levée de fonds, qui j'imagine forcément vous avez une vraie traction commerciale pour lever? Ouais. Et en même temps, j'imagine après, ça vous a permis d'accélérer encore plus. Écoute, bizarrement non, mais Ok. pareil, je pense qu'on n'est pas un cas d'école, tu vois. Moi, je pense que déjà chaque boîte est unique, tu vois. Et après, il y a aussi chacun raconte des histoires, c'est a posteriori de comment c'était, machin. Mais non, pour le coup, je te donne la vraie version, je vais te dire, on est très transparent là-dessus. En fait, il y a eu 2 phases. Je dirais qu'il y a eu cette phase d'un an sur lequel on vendait, mais on n'avait pas de produit. Et donc, du coup, c'était de l'après ça. Donc, moi, en fait, je m'occupais vraiment de la partie prospection, mais aussi opération, pendant qu'Alex développait la première version du dashboard. Parce que d'abord, c'était un dashboard. Puis après, de plus en plus d'automatisation. C'est très organique là-dessus, basé sur les process que je développais pour délivrer du phishing. Et donc en fait pendant un an j'étais en gros un freelance qui faisait du phishing et qui prospectait quoi, pendant que je grossis le trait parce que Alex m'aidait beaucoup sur l'infrastructure aussi, mais en gros Alex productisait ma partie prestation pour créer un produit qui allait pouvoir le faire pour moi, pour nous. Et donc ça a été la première année, et après il y a eu en gros 6 mois où quand le produit est sorti, là ça a accéléré fort, mais on était encore que 2. Et on n'avait même pas en tête de lever, tu vois, c'était pas un truc qu'on avait en tête, c'était pas du tout le côté startup, c'était loin de nous, tu vois, on n'avait pas cette vision-là de on pourra pas lever. Et puis on avait parlé à 2-3 personnes, ils avaient dit ouais non mais les gars vous faites déjà de l'argent et tout, donc les fonds ils vont jamais vous regarder parce qu'ils vont valoriser votre CA, mais c'est pas assez pour eux et ils vont se dire machin. Donc on n'a même pas regardé ce truc-là, tu vois. Et je veux dire c'est une erreur parce qu'en fait on aurait dû beaucoup plus mapper la concurrence et se rendre compte que tout le monde levait à balle. Nous on a levé en gros un an et demi après la plupart des gros acteurs, enfin des acteurs qu'on voit maintenant. Et t'as pris du retard du coup. Et ouais, et de fou, tu vois. Technologiquement, les mecs ont accéléré. Et en fait, il s'est passé 2 choses. Quand le produit est sorti, en fait, il a beaucoup plu. Et il a plu à une catégorie de population qui nous a beaucoup légitimé, notamment auprès des fonds quand il a fallu lever des fonds. C'est les boîtes de cyber. C'est-à-dire que non seulement on vendait à des beaux clients, donc tu vois, à ce moment-là, on a déjà des belles références, tu vois, les opticiens Chris. Et en plus, on était sur des appels d'offres où les mecs nous testaient et tout, face à d'autres solutions qui étaient mieux financées. Et ils disaient ah non, mais votre truc c'est vraiment bien. Donc on s'est dit on tient quelque chose, toujours à 2, hein, donc ça tirait quand même, il fallait envoyer. Et on avait les JO, on avait des belles refs. Et en plus, on commençait à avoir des boîtes de cybersécurité. Les premiers à rentrer dans le truc, c'est Cloud Temple, qui est aujourd'hui une des seules boîtes qui est certifiée Secnum Cloud. Il y en a quelques-unes, mais ils font partie de ces rares élus. Et leur RSSI, Giuliano, a testé le produit et ouais, c'est vraiment bien. Et ils l'ont pris en interne. Donc en fait, quand tu dis que des boîtes de cyber utilisent notre produit, tu vois, et encore une fois, on n'a pas de légitimité. On vient du monde du LMS, on n'a pas de réseau, on n'est pas des anciens de. C'est une question qu'on m'a posée encore récemment. Et, toi, Thomas, t'es un ancien du coup des renseignements, des machins, parce que c'est un petit monde. Ouais. Hein, donc tu en as beaucoup qui sortent de l'ANSSI ou des instances, l'école de guerre économique, qui se connaissent pas mal. Et je leur dis non, on a créé un truc de rien, quoi. Et donc il fallait avoir une légitimité, il fallait avoir un peu de preuve sociale. Et on s'est retrouvé du coup avec cette boîte de cyber qui a non seulement nous a utilisé en interne, mais a commencé à nous distribuer. Et donc on est arrivé avec les fonds à discuter. Donc on a amorcé la levée de fonds, je te la fais courte, mais en gros on s'est rendu compte que c'était possible de lever, que c'était pas débile de lever parce qu'on avait c'était l'époque où on a levé en 2021, okay. 2022, pardon, 2022. Et en 2022, trouver des développeurs sur nos technos, donc c'est du JavaScript, c'était une horreur. Okay. Et puis on voulait du senior, tu vois. En fait, on passait tout de suite à l'échelle, donc tu as des notions d'architecture et tout. On n'avait vraiment pas les ressources pour former un junior pour déléguer des petits trucs. Et il nous fallait tout de suite des gens qui pouvaient apporter de la structuration, qui avaient vu des plus grosses apps, qui avaient vu des plus gros trucs et qui n'allaient pas faire des erreurs, tu vois. On ne voulait pas avoir le temps d'itération, d'apprendre. On fera quoi qu'il arrive des erreurs, mais on voulait minimiser ça. Et les packages étaient juste insoutenables, tu vois. Donc nous, on se payait, la boîte était autofinancée, rentable, tu vois, on pouvait... C'était déjà beau. Ce qui était beau, mais c'était pas des gros salaires, attention. Mais oui, on pouvait en vivre, on avait notre truc. Mais on passait à l'échelle, il y avait un gap, et payer ne serait-ce qu'un développeur senior qui, en plus, il faut c'est des perles rares. C'est que non seulement ils sont seniors et ils sont bons, en plus de ça...
parce que senior veut pas dire bon. Donc ils sont seniors, ils sont bons et ils sont compatibles avec, j'ai envie de te dire, là on commençait à switcher un peu startup, mais ce côté petite société, tu vois. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'ownership, de responsabilité, ta contribution, elle compte vraiment. T'as pas une roadmap sur 3 ans, un bout de code, machin. T'as pas toute une chaîne de tests. Enfin, à l'époque, c'était vraiment... C'est-à-dire que tu es un late founder, parce que tu es beaucoup plus sur l'exécution, mais tu avais quand même une responsabilité vis-à-vis des choix que tu prenais pour le métier qui était incroyable. Et donc ça, c'était hors de prix pour nous, on ne pouvait pas. Donc on était un peu coincés. Et donc on est arrivé avec cette idée de lever des fonds, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a levé à 2. Ce qui est assez compliqué, surtout quand tu as quelqu'un qui est à fond sur le produit, donc qui était Alex, qui passait de son temps à développer, et qui avait plein de problématiques, parce que ça devenait gros. On avait, pour 2 personnes, ça devenait gros à gérer. Donc tu as toujours pareil, hein, ça faisait 2 ans qu'on avait le produit, donc tu as un peu de dette technique qui commence à arriver, donc des trucs que tu as fait à l'époque, je ne vais pas dire à l'arrache, mais de manière optimisée pour ta taille de tu as 15 clients, tu vois, de 3000 personnes, et ça va. Maintenant on approche des 20-25 avec des demandes à droite à gauche, tu vois, un truc qui était encore un peu chimérique parce qu'on sentait que le marché était bien établi et qu'il fallait cocher des cases, plus compliqué. Okay. Et donc on se retrouve à moi qui vais lever des fonds, et je l'ai souvent entendu, mais il faut le vivre pour s'en rendre compte, c'est que lever des fonds, c'est un full-time job. Pas nécessairement un 70 heures par semaine, mais tu fais bien un 35 heures, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, et ça se prépare beaucoup mieux que ce qu'on a fait. On a, pareil, appris beaucoup. Mais entre ton pitch deck, les calls, les cafés, parce que tu dois développer un réseau, et pareil, on vient pas du monde de la startup, pas de potes dans les fonds et tout. Donc tu pars de zéro. Tu pars de zéro, donc comment tu fais, tu vois. Tiens, je me rappelle, un tel, il a levé des fonds, à qui il a parlé, t'ont dit, ouais, faut que tu lèves avec un top tier VC. T'es là, tu vois, ouais, bien sûr. Tu rentres chez toi, top tier VC, c'est quoi? C'est un truc, tu vois, on n'y connaissait rien, quoi. Donc, du coup, il a fallu tout connaître. Puis comment tu te comportes, tu vois. Moi, je parlais beaucoup avec des anglicismes. Je passais mon temps à lire de la doc en anglais, tu vois, des méthodes de hacker en anglais et tout. J'avais un mot sur 2 qui sortait en anglais, on aurait dit Van Damme. Donc, tu vois, tu te crames, quoi. Vulgariser un petit peu ton jargon technique. Bien sûr. Et puis, des fois, t'as des phénomènes où t'as des gens qui vont pas oser te dire qu'ils comprennent pas, parce que, tu vois, ils veulent l'ascendant, mais en fait, ils ont rien bité, donc du coup, ils y croient pas à ton projet, tu vois. Et pareil, une autre erreur que j'ai faite, c'était très tôt beaucoup parler à un fond et tout livrer, tu vois, tes problèmes, tes trucs et tout. Et en fait, ceux qui avaient à l'époque, qui avaient eu le plus d'historique, qui m'avaient vu galérer, tu vois, et qui voyaient maintenant le truc sortir, je pense que le fait d'avoir trop d'insight, ils n'ont pas eu la même vision, ou d'autres. Je suis arrivé, j'ai dit, bon, regarde, nous on est comme ça, mais eux ils avaient l'historique de la phase où, tu vois, c'était en céphalogramme plat et franchement compliqué, parce que moi je faisais de la presta et on avait un produit qui arrivait, et donc du coup je me rappelle très bien d'un fonds comme ça qui a même pas été intéressé de nous avoir en soutenance, quoi, tu vois, c'était... T'avais trop donné auparavant, quoi. Ouais, trop d'infos, pas assez de, tu vois, tu peux pas, c'est teasing, pas que tu maquilles, mais tu vois, l'histoire, tu pouvais pas la raconter comme tu voulais, quoi. Tu pouvais pas dire, écoute, voilà la vision, c'est très clair, c'est qu'il a vu tous les doutes dans ta tête, et machin, alors que quand t'arrives et tout, tu dis, bah écoute, nous on est, même là, la façon dont je te la raconte, c'est beaucoup plus simple de te raconter l'histoire quand on est maintenant, et de retracer ce qui avait du sens, et je t'épargne toutes les bifurcations et les digressions qu'on a fait, quoi, tu vois. Et donc du coup, eux, ils ont vu les digressions, et je pense que ça a beaucoup dilué le message. Donc tout ça pour dire, c'était là aussi une belle digression, que au moment où je me mets à prospecter pour faire la levée de fonds, je suis plus en train de prospecter des clients, tu vois. Et là, c'est le pire truc qui puisse t'arriver, parce que du coup, le process prend du temps, que ce soit juste, tu vois, tu as un premier round, tu parles à un analyste, après tu parles à un partenaire, et puis des fois, tu as encore des rounds, et puis ils ont des doutes, ils ont des questions et tout. Et pendant ce temps-là, tu prospectes pas. Et donc, du coup, là, on a eu... c'est là où les partenaires ont été très, très utiles, parce que d'une part, ils ont apporté la légitimité, et ils ont été, sur tous les process qui ont avancé, ils ont été appelés par les fonds pour savoir si c'était legit ce qu'on faisait. Légitime. Et le deuxième truc, c'est qu'on a le référencement qui a pris à ce moment-là. Et donc là, on a un canal qui est arrivé... Alors, c'est pas pure magie, hein. On avait bossé le SEO. C'est un truc que j'avais fait pas mal de SEO à l'époque en tant que freelance. Et donc, j'avais pas prévu que le timing soit aussi bon, mais j'avais quand même prévu que, tu vois, on avait tout mis en place, le site, on avait commencé à mettre en place des grosses opérations de référencement, de content et tout ça, et le référencement a commencé à prendre à ce moment-là, et ça a pris le relais sur d'une part, le manque d'activité commerciale de mon côté, et également, mais chose qu'on n'a pas vu, parce que ça a un peu masqué, le durcissement du marché à la prospection. Ça devenait plus dur d'acquérir de nouveaux clients, tu vois. Avec ce que tu me disais, beaucoup de concurrence, des gens qui avaient levé. Alors, concurrence, les gens qui ont levé, et je pense que d'une manière générale, dans le business, à l'époque, l'Emlist avec l'image, c'était un truc qui était vraiment innovant.
Aujourd'hui, je veux dire, le nombre de mails que je reçois dans une journée de prospection et de cold call que je reçois de prospection, je veux dire, je réponds même plus à mon téléphone. Tu vois, j'envoie sur la boîte vocale et je rappelle si vraiment c'est important. Et c'est frustrant parce que des fois, je rate des appels importants, tu vois, et c'est compliqué, mais je peux même plus décrocher, quoi. Donc voilà un peu, je dirais, l'historique. Et une fois qu'on a levé, là où on a tous prévu d'accélérer, donc tu vois, on a recruté, machin. Et en fait, on a pris beaucoup de temps. Donc on s'est heurté à un truc avec la compétition là, qui avait accéléré, un marché vraiment mature et on était attaqué des comptes beaucoup plus gros qui disaient non mais les gars, il nous faut absolument e-learning, machin. Et là, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau et surtout, on a passé beaucoup de temps à recruter une équipe technique. On a été hyper exigeant envers les gens qu'on a recrutés et je dirais qu'on a mis 8 mois à avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avoir les recrues qui rentrent dans la boîte. Mais il y a eu encore, tu vois, 6 mois le temps qu'elle onboard et qu'elle soit pleine vapeur, quoi. Et ce qui fait que tu vois, mais sur ton BP, ça, tu vois, je viens de te dire, on était pessimiste, on pensait être pessimiste sur le BP, parce qu'en plus, tu vois, il y a eu l'anecdote, c'est qu'au moment où on commence à valider, on n'était pas sur les term sheets, mais les BP pour que ça colle et tout ça, il y a le fameux message de Y Combinator qui dit bon bah founders, merci de pas lever parce que ça va être chaud là les prochaines années, ça va être l'hécatombe, vous allez tous mourir, tu vois. Et nous on n'a pas encore levé à ce moment-là, donc je te raconte pas, les term sheets on te dit bon bah faut cramer tout le capital que tu lèves en 18 mois, faut s'arracher, c'est la croissance à tout prix. Pour la première fois t'entends dans le mot des VC, dans la bouche des VC, t'entends le mot rentabilité, EBITDA. Donc là aussi tu fais la recherche Google parce que tu connais rien. Tu te dis waouh. Tu te dis, attends, on me demande on me demande un point de rentabilité, alors qu'avant c'était, écoute, t'as 18 mois pour cramer tout ce que tu lèves. Croissance quoi qu'il arrive, le coût d'acquisition, on s'en fout. Et par contre, tu vois, on veut des courbes comme ça parce qu'en en fait, on repasse un peu le truc et ça continue de grossir. Et en fait, il y avait eu Y Combinator qui a fait un tweet, et puis après, ça a été un durcissement des levées. Donc on a dû revoir un peu notre copie, donc ça a été super exercice, on a beaucoup appris. Mais effectivement, on a été du coup plutôt conservateur sur le BP, et malgré ça, le fait de mettre en gros 1 an pour avoir une équipe tech, une app au niveau et un truc qui soit... C'était très dur parce que du coup, bah, tu vois, toi côté sales, hyper compliqué, tu te prends des portes, en plus tu as le marché où les gens sont déjà équipés, donc il faut vraiment un truc différenciant pour valoir le remplacement, et même si tu as un taux de renouvellement et donc du coup tu retrouves des clients, c'est quand même pas la même chose que quand tu as un taux d'équipement qui est de 0, quoi. Et les grosses boîtes étaient toutes équipées. Ok. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, on voit bien la traction que tu as eu au fur et à mesure, la croissance, et puis avec le développement, recrutement d'ingénieurs. Du coup, si on plonge là maintenant tout de suite sur les partenariats, comment c'est venu à toi? J'imagine que, vu ce que tu m'as dit, c'est plutôt des gens qui sont venus te voir pour te dire ta solution, elle est géniale, j'en ai besoin. Et, enfin, en tout cas, j'ai des clients qui en ont besoin. Ou c'est toi qui as eu cette démarche Non, externe? c'était nous. Hein. Au début, t'es personne ne te connaît, personne vient te voir. Tu vois. Et même aujourd'hui, je trouve que tu vois, les efforts marketing qu'on a fait n'étaient pas assez forts. La marque est pas... Ceux qui nous connaissent, ils adorent. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais j'ai eu beaucoup de partenaires et des belles boîtes qui viennent me voir. Je dis, mais Thomas, comment ça se fait qu'on t'a pas vu avant tu vois, cette boîte-là, Arsène, c'est trop bien. Vous répondez à un problème. On n'était pas assez visible. Donc, non, c'est vraiment de la prospection. Et ce qui se passe, en fait, et ça a été pure chance. Hein, tu vois, j'ai aucun mérite là-dessus, c'est juste que ces boîtes-là, elles ont elles aussi des RSSI, et qu'en fait, dans les vagues d'outreach, de prospection que je faisais sur les RSSI, bah, il y avait des boîtes de sécu. Et en fait, il y a je te l'ai dit tout à l'heure, sur les clients idéaux, ils aiment bien le côté technique, tu vois, parce que de moins en moins maintenant, parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus tu vois, automatisé, de répondre à des acteurs qui sont beaucoup moins techniques ou autres, on change un peu de gamme. Pas de gamme, mais plus je dirais que le client idéal, maintenant, des fois, il est beaucoup plus à un niveau managérial qu'un niveau opérateur, plus tu prends en taille. Mais du coup, tu vois, il y avait un fit énorme avec ces boîtes techniques, parce que les mecs, en fait, ce qu'on fait, ils savent ce que ça représente en termes de complexité pour leur donner ce degré de liberté. Et ils ont ce côté geek dans l'âme, tu vois, où ils vont aller, ils veulent bidouiller, trifouiller, et la plateforme, encore une fois, maintenant c'est pas ce qu'on met le plus en avant, mais quand tu creuses, tu peux faire des trucs de dingue. Tu peux vraiment faire un truc hyper personnalisé avec des domaines anti-post squatting. Bref, tu peux aller super loin. Et qui de plus éduqué et mature sur ces sujets-là que les boîtes qui font ce service-là, mais qui en ont quand même besoin pour leur conformité. Et donc en fait, on s'est retrouvé à les avoir comme clients, puis comme prescripteurs. Et après, effectivement, dans un second temps, parce qu'on avait cet angle partenariat, on l'a un peu plus mis en valeur. Et là, il y a eu 2 vagues. Vague 1, donc on a eu plein de nouveaux partenaires qui nous ont soit apporté des deals, soit voulaient nous utiliser sur un mode qu'on a créé du coup par la suite. C'est-à-dire que quand tu fais du phishing, tu as
Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup de concurrence, enfin beaucoup de concurrents, pardon, c'est que quand tu réfléchis, c'est juste envoyer un email qui pointe vers un formulaire. En gros, il y a plein de façons de faire du phishing, mais en gros, il y a un truc qui marche bien, c'est le credential harvesting où tu vas voler identifiant mot de passe. Tu vois. Ok. Donc sur du B2C, ça pourrait être je t'envoie un mail, votre compte Facebook va expirer, ou alors une nouvelle vidéo vous a publié, tu vois, puis je mets un truc moins de 18, toi tu cliques sur l'email, réaction émotionnelle, peur, curiosité, urgence aussi, tu vois, c'est une photo moins 18 de toi qui tourne. Tu cliques et en fait il y a marqué que t'es pas connecté, il faut te connecter, tu as une page Facebook et tu rentres. Donc ça c'est du cred harvesting, tu vois, j'installe pas un malware chez toi, je suis pas en train d'exploiter une faille de ton ordi, j'exploite ta curiosité, ta peur, ton urgence et tu me files tes identifiants et là après je peux commencer à faire des dégâts. Et ça en fait c'est envoyer un email et faire un formulaire web. Donc je te raconte pas que n'importe quel étudiant peut te le faire. Ça devient complexe quand tu commences à le faire à l'échelle. Ok. Ça devient un sujet beaucoup plus complexe quand tu le fais sur 5000 personnes, parce que tu as des protections qui se mettent en place, il y a de l'infrastructure à gérer. Et puis si tu veux être réaliste, le hacker il a besoin d'envoyer un email sur une personne, et il est discret, tu vois. Tu as 5000 personnes à tester, il faut que tu le cadences dans le temps, il faut que tu aies de la variété dans les scénarios, faut que, tu vois, il y a tout un truc, si tu veux faire le travail proprement, il y a du boulot. Et là encore, j'ai perdu le fil de là où je voulais en venir. Et ben on parlait partenariat. Et donc, merci, il me fallait juste ça, c'était parfait. Et donc, ces boîtes-là faisaient ce travail-là aussi pour des opérations ponctuelles, de l'audit. Donc, nous, notre business model, c'est quand même du SaaS, hein, donc c'était de vendre ça sur l'année. Donc, on va t'entraîner régulièrement pour créer des réflexes au fil du temps. Le truc, c'est qu'il y a des boîtes qui font ça pour des audits ponctuels. Typiquement, quand tu as une cyberassurance qui te demande juste un test de phishing dans l'année, tu vas peut-être pas t'équiper, configurer une solution pour en avoir un par mois, réparti sur tes masses salariales et tout. Tu fais un gros test, tu montes ça à l'assurance, elle t'assure, c'est réglé, quoi. Donc, on avait en fait un mode où on opérait comme une infrastructure de phishing, comme l'attaquant, tu vois, mais on réglait tous les problèmes que tu pouvais avoir. Et donc, les boîtes de cybersécurité ont commencé à nous utiliser comme un kit de phishing, comme un outil malveillant, si tu veux, mais pour le bien, avec des sécurités pour pas que ça parte trop loin dans l'attaque. Et ça, en fait, ça a été c'est encore aujourd'hui un truc qu'on est les seuls à faire et qui plaît beaucoup et qui marche à l'international. On a des boîtes aux US qui nous utilisent pour aller faire leur prestation de phishing. Et l'idée, c'est que l'on leur permet d'acheter des crédits et de faire vraiment du on-demand et d'envoyer du phishing on-demand. Et donc ça a ouvert tout un panel sur les partenaires qui sont au final devenus des clients. Tu vois, c'est vraiment à la frontière du pivot, c'est devenu des clients. Sauf que la stratégie, c'est que quand tu fais un audit ou autre, nous, comme la boîte de cyber qui fait ça, elle a intérêt à pérenniser le deal. Et elle dit, écoute, je t'ai fait un audit, on a vu qu'il y avait des problèmes. Tu vois, tu as 15% de clics, tu as 7% de mots de passe volés, qui sont grosso modo les stats qu'on a sur les premiers clients. Tu vois, donc en gros, t'imagines, 7% de mots de passe volés sur des boîtes à 5000 personnes. Énorme. Il en suffit d'un pour faire des dégâts. Tu vois, donc c'est le niveau de maturité quand même là, quoi. Et donc, on fait ce truc-là, et on a quelques boîtes qui transforment, pas assez par rapport aux hypothèses de départ, mais quelques boîtes qui transforment ces opérations ponctuelles en récurrent et qui revendent de la licence. Et donc après, assez naturellement, on a des boîtes qui se mettent à revendre des licences. Et ça a contribué pas mal à notre croissance, surtout que ça a permis un truc d'un point de vue juste dimensionnement, où comme je t'ai dit, on a une boîte qui est très technique, on a plein d'idées sur le produit pour l'améliorer, pour aller encore plus loin. Mais un business a besoin de plusieurs piliers, il y a besoin de prospection, de sales et autres, et c'est quand même un levier de distribution qui est hyper intéressant, parce que ces partenaires sont souvent déjà référencés ou autres. Quand toi, tu es une boîte qui a 2 ans d'historique, donc autant dire que tu vois, le référencement est plus compliqué. Donc là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ces boîtes-là, elles voient que tu as un produit qualitatif, elles t'intègrent, enfin, elles t'utilisent déjà en tant que client, elles t'intègrent. Et donc ma question là, c'est de la pure revente au final. Toi, tu n'interviens même plus dans le cycle de vente de leurs clients, c'est eux qui le gèrent directement. Ouais, ça c'est la situation idéale. Dans les faits, ça dépend des deals. Petit deal, ouais. Et j'ai plein de partenaires. Tu vois, encore hier, j'ai reçu un mail d'un partenaire sur lequel, au final, on n'avait pas trop d'activité. Je me suis dit, ils ont testé, ils n'ont pas de demande ou autre. Et ils m'appellent, ils ont fait une super vente et tout. Tu vois, donc... je pense que là, il y a un point qui est une leçon que j'ai apprise et qui au final elle paraît évidente maintenant. Et je pense qu'on me l'a déjà dit quand je lançais ce truc-là. Mais il ne faut pas croire que parce que tu as un partenaire, il va résoudre tes problèmes soit de market fit, soit de distribution. Tu vois, c'est une vraie relation qu'il faut créer. Il faut leur apporter des leads. Il faut apporter des leads qui sont quali, qui close. Donc en fait, si déjà de base, tu n'as pas de lead, tu ne sais pas, tiens, j'ai pris un partenaire, je vais avoir du lead. Par contre,
c'est donnant-donnant et c'est vraiment un effet amplificateur. Une fois que tu les as lancés, ça peut être très cool. Et je vais te dire là-dessus, ceux avec qui ça marche le mieux, et j'en ai quelques-uns en tête, et je te racontais, juste avant qu'on enregistre, je sors d'une soutenance avec un partenaire sur un deal où j'aurais jamais été seul, j'aurais jamais été positionné, parce que c'est un deal typiquement où il y a une énorme complémentarité. C'est-à-dire que la société fait de la sensibilisation théorique, un truc sur lequel on en fait très peu, et pas du tout au même niveau qu'eux. Ils sont géniaux, ils font des escape games, tu vois, c'est vraiment un truc hyper pointu. Mais ils font pas de simulation. Et nous, en fait, on peut rester dans notre zone de confort et d'expertise et d'unicité. Là, on fait vraiment des trucs que les autres savent pas faire, à faire de la simulation. Et en fait, on peut commencer à avoir une approche qu'on va appeler best of breed, qui est on a les meilleurs des deux mondes. La meilleure sensible possible parce que c'est des trucs hyper innovants, hyper pointus, et la meilleure simulation de phishing parce que c'est chez nous. Ouais, donc tu crées une vraie alliance avec un partenaire, et puis finalement vous arrivez à deux et vous êtes beaucoup plus fort à deux que tout seul. Alors oui, mais, et ça pareil, je te racontais, quand tu arrives à deux, et là c'est deux solutions, tu vois, c'est pas juste un partenaire distributeur, c'est pas un channel, tu vois, qui dit bon écoute, moi je vends des solutions. J'en ai aussi des comme ça, on pourra faire la liste des types de partenaires peut-être, mais en gros eux c'est vraiment pas que des prescripteurs, ils ont eux aussi une solution, et donc du coup tu arrives avec deux solutions, et ça peut être un problème. C'est que quand tu arrives face à ton client et que c'est un appel d'offres, donc tu as de la compétition, et que la compétition, elle a une offre qui est moins bien, ils sont moins bons en phishing, tu vois, forcément, on fait que ça, nous, non-stop et tout, donc on a un truc, c'est la Ferrari, tu vois. Ils ont pas la Ferrari, mais ils ont un SUV correct, tu vois. Je suis pas bon en voiture, j'allais dire un Qashqai, je sais pas ce que ça vaut un Qashqai, ouais. C'est pas la Twingo, tu vois, mais c'est pas non plus le truc, c'est pas... pas dégueulasse, ouais. Et ils ont pareil, tu vois, ils ont un SUV de famille, mais le truc c'est que tu fais les courses avec, tu vas en vacances, tu vois, bon, c'est sûr que tu te la pètes pas, mais ça fait le boulot, en sensibilisation. Et du coup le truc c'est qu'avec une seule voiture, bah, tu fais un peu tout, versus tu as les deux Ferrari, mais tu vois, faut quand même savoir les gérer. Et donc ça c'est un truc sur lequel on a bossé, donc nous maintenant on a une API, on peut s'intégrer directement chez le partenaire. Et donc il y a une expérience unifiée, et donc on a le meilleur des deux mondes. Mais ça a été un truc qu'il a fallu faire, tu vois, vraiment dans l'optique, parce qu'on sait qu'il y a des partenaires sérieux, parce qu'on sait qu'on est sur des deals, il y a vraiment un truc positif, tu vois. Donc ça, sur ce type de partenaire, il y a vraiment cette notion d'intégration, donc on est plus fort à deux, oui, mais il y a quand même une appétence à la plateformisation, à avoir un seul, comment ils disent, c'est a single pane of glass, c'est un seul panneau, tu vois, dans lequel tu as tous tes contrôles, et il y a quand même cette notion là, tu vois, il y a plein d'outils en cyber, franchement et avec des acronymes, je te raconte pas, hein, EDR, MDM, tu vois, tu as vraiment plein de trucs. Et donc, encore une fois, ton RSSI, il n'a pas que ça à faire d'avoir 15 000 sessions sur 15 000 trucs. Donc, si tu peux lui filer un truc unifié, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup sur beaucoup de types de business. Enfin, je l'ai vécu aussi sur les services financiers. Très clairement, tu as beau avoir un meilleur produit, si tu arrives avec deux solutions complètement différentes, faut vraiment qu'elles soient beaucoup plus fortes qu'une seule solution unifiée. Pour vraiment gagner quelque chose. Je pense que vraiment la solution unifiée amène vraiment beaucoup plus de valeur à ton client, et beaucoup plus de simplification aussi derrière sur les processus. Ça c'est intéressant, c'est moi qui retourne le podcast, du coup c'est moi qui interviewe Maxime. T'es arrivé avec des intégrations fortes, tu vois, entre ce que vous vendiez à l'époque et des partenaires, parce que tu avais quand même des gros partenaires. Est-ce que vous êtes déjà arrivé en mode, bah écoute, ça va être lui qui prend le deal et nous derrière, ou toi devant et lui derrière en API ou autre, vraiment intégré? C'était arrivé sur des deals comme ça? Oui, alors sans trop rentrer forcément, puisque le but c'est de parler de toi, mais sur les plateformes sur lesquelles je bossais, si tu n'étais pas intégré, je te donne un exemple, sur un outil comme Miracle qui vraiment crée des marketplaces, si tu n'as pas une intégration technique existante, voilà, tu peux oublier ton deal. Enfin, très clairement, c'est un coût supplémentaire pour ton client de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ton partenaire aussi, il ne va pas te recommander, il n'a pas l'habitude de travailler avec toi. Mais là, tu me parles d'une intégration pour une plateforme externe. Est-ce que tu es arrivé avec une intégration et un partenaire? Tu vois, beaucoup plus, notre offre, elle est mieux à deux. Tu vois, est-ce que tu l'as vu? Parce que dans tu vois, dans un truc aussi gros que ce que tu as fait, je le vois moins, c'est peut-être... mais du coup, je suis curieux. C'est-à-dire d'arriver à deux ensemble. Ouais, typiquement, tu me parles de Miracle. Est-ce que tu es déjà arrivé avec Miracle qui dit, bah, nous, c'est Miracle, on fait des marketplaces de fou, et en plus, derrière, on a Maxime. Et
Alors oui, pour ça le m'est déjà paiement. arrivé avec des partenaires, très clairement. Pas forcément Miracle, mais sur ce type d'exemple, tu arrives à deux et tu dis, bon voilà, j'ai une solution tout en un, Ouais, où t'as toute tout la est chaîne de déjà valeur. intégré. Ouais. Moi, je te fais ton SaaS, j'ai ta marketplace, j'ai tout ce qu'il faut, Et ton paiement, c'est j'ai chez le les Monway, back-office. si on peut les citer. Bon, ouais, exactement, c'est Lemonway. Tu as derrière forcément une intégration technique qui est déjà réalisée. Et donc finalement, ta vente, elle est réalisée à plus de 50%. Et donc Ouais. ton taux de transfo aussi, j'imagine peut-être tu le vois avec tes partenariats versus ton marketing, Ah bah, moi, il campagne coche des outbound. cases que je coche pas, donc Voilà. forcément, c'est sûr que ouais, Donc rien à nous, voir. on avait un taux de closing qui était supérieur à 30% sur les partenariats, qui pouvait monter à beaucoup plus sur certains partenaires. Et donc c'était une channel où tu recevais plus de leads qualifiés. En termes de quantité, tu recevais moins de leads, mais finalement, tu closais aussi Ouais. plus. Et en termes de valeur, parfois, tu closais aussi des plus gros deals. Et puis ton temps est Euh, précieux, donc tu préfères moins de leads mais plus quali que plein de leads et poubelle, quoi. Voilà. Donc après, je suis curieux, et moi, je vais te donner mon retour, et puis après, je suis curieux d'avoir ton expérience là-dessus. Mais c'est aussi le fait de se dire quel type de partenaire j'ai, comment je les rationalise. Sur tes partenariats, Thomas, c'est moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est que tu as une grande concentration des leads sur peu de partenaires. Et finalement, un peu ce que j'associe à la loi de Pareto, Ouais. où tu as finalement 80% de tes leads qui vont être répartis sur 20% de partenaires, voire parfois même moins. Et même parfois en termes de valeur sur un ou deux partenaires qui vont être très puissants. Bien évidemment, plus tu grossis, plus tu multiplies ce type d'acteurs. Mais je trouve que ce chiffre est en tout cas toujours vrai. Est-ce que tu l'as ressenti chez toi? Est-ce que tu le Ouais. ressens aujourd'hui? Ah ouais, de fou, ouais. Et je pense que c'est tout ton... C'est ton travail de, je dirais, de commercial et de stratégie, tu vois. Tu peux pas avoir un pool infini de partenaires. Donc déjà, il faut savoir les qualifier. Mais ça, c'est difficile. Alors, sauf si tu as beaucoup d'expérience ou tu es très bon, tu as une vision qui est parfaite. C'est très difficile de savoir en amont. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que c'est plus une boucle de feedback, une boucle de retour, où tu fais le point, tu dis, bon, bah voilà, j'ai onboardé tant de partenaires, qui c'est qui m'emmène du deal? Et il faut faire attention à... Parce que tu peux vite, tu vois, tu as un partenaire, ça devient un peu ton chouchou, tu vois. Il y a un truc qui s'est passé bien, et donc tu as cette première expérience positive qui est géniale, mais tu prends pas en compte le potentiel final, ou tu vois, faut être, c'est vraiment pas évident. Mais oui, mais je veux dire, comme tes clients, hein, tu as des clients avec qui ça se passe super bien, ils payent un forfait plein pot et tout, l'autre, alors que tu as un autre, il négocie déjà un truc qui était pas cher, et en plus, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est vrai partout, tu vois. Mais sur les partenaires, en effet, et je pense qu'on a eu cette erreur au début de dire bah, plus on en a, mieux c'est. Et en fait, c'est vraiment une erreur. Parce qu'on a aussi eu des partenaires qui étaient extrêmement gourmands en termes de ressources sur le support. Pour des prestats où ils restaient sur du on-demand sans jamais rien vendre. Et ils faisaient très 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 peu de CA de notre côté. Et on avait très peu moyen de les cross et upsell. Donc en gros, valeur complète du partenaire compliqué. Et ils n'ont jamais vraiment vendu. Mais par contre, ils t'appellent tous les 3 mois, genre au fait, je veux voir les nouvelles features et tout, tu vois. Et puis t'es un peu engagé, tu vois, t'as un peu un sunk cost, t'as des biais là-dessus où tu te dis, bon, je vais quand même pas l'envoyer bouler, ça fait 3 fois qu'on s'appelle, il va finir par vendre, tu vois, il a l'air sûr de lui. Et en fait, non. Donc ouais, bien sûr. Et ça, c'est des erreurs, t'apprends, hein, tu fais l'erreur, tu passes un temps incroyable qui se reporte. C'est comme c'est assez horrible, mais encore une fois, quand t'es très très peu de sales, à l'époque, j'avais quand même un sales. Mais quand tu es très peu de personnes au pôle commercial, c'est du temps qui fait que tout le boulot que tu dois faire à côté, tu te retrouves à faire le week-end et ça devient horrible. Donc en fait, il y a un moment où tu n'as juste plus le temps, tu dis faut que j'élimine un truc. C'est quoi? C'est le partenaire qui ne rapporte pas. Et tu apprends à les qualifier, comme tes clients. Tu apprends à savoir. Et tu apprends à savoir, est-ce que typiquement, donc nous, pour le phishing, tu vois, est-ce qu'ils ont déjà vendu de la simulation? Si oui, combien de clients ils ont? Tu vois, parce que j'ai un nombre de boîtes, et ça c'est assez incroyable d'ailleurs, c'est un service que je vais rendre à beaucoup de gens qui veulent entreprendre dans la cyber et encore plus dans la sensibilisation. Vous avez intérêt à avoir un truc très très différenciant, parce que de nombre de boîtes qui viennent me voir en disant bon Thomas, parce qu'on a aussi une offre, l'offre on demand, on est en marque blanche. Et on commence à avoir une réputation, tu vois, on est partenaire tu vois, on a des très beaux logos. Là, il y a le DocaPost qui a fait pas mal de bruit, qui a ouvert un pack cyber pour les TPE-PME. On est la solution de simulation. Enfin, tu vois, il y a pas mal de preuves sociales qui fait qu'on est sur les radars de pas mal de monde. Et le nombre d'anciens consultants, de grands cabinets cyber qui disent bon, on va monter une boîte, tu vas voir la sensible, on va faire un truc de fou. Il nous faut du phishing, on va pas le faire nous-mêmes, ça a l'air compliqué. On va voir Arsène parce qu'ils ont de la marque blanche.
de l'API, tout ce que tu veux, ça va être génial. En plus, il y a du on-demand, machin, c'est trop bien. J'ai beaucoup trop de gens qui se lancent dans un truc que je vois qui est saturé, quoi. Et quand ils m'expliquent pourquoi ça va être différent, parce que du coup je pose la question, je leur dis bon gars, j'ai fait le chemin, il y a beaucoup de compétition, je leur dis, je sais pas du tout pour être méchant, mais un call comme on a là, j'en avais, parce que maintenant ils sont filtrés, tous les mois, quoi. Et je dis moi je viens, je vous offre un accès, vous me payez X pour mettre en place le truc, et après vous payez à la consommation, je veux dire on se parle pratiquement pas, vous êtes technique, vous allez l'utiliser, je viens. Mais de mon intérêt, c'est que ce soit une belle synergie. Est-ce que vous allez faire du cash? Donc ça pour dire, il faut les qualifier. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, tu vois, c'est une erreur aussi que j'ai commise de mon côté au début. Je pense que faire beaucoup d'entretiens, en tout cas avec beaucoup de partenaires, c'est intéressant pour se donner aussi une image du marché, à quoi ça va ressembler. Mais il faut vraiment comprendre la traction commerciale que tu vas avoir derrière, à qui tu parles, de quoi, de quel business, de combien de leads tu vas recevoir par mois. De voir toi aussi, tu as évoqué cette notion tout à l'heure, de combien de leads tu peux lui apporter aussi. Parce que le donnant-donnant, c'est hyper important. Si tu n'apportes rien, je pense qu'à un moment, ton partenaire il peut s'essouffler, sauf si tu lui donnes une forte rémunération en face. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est pas ce qui crée une synergie forte entre deux sociétés. Donc cette qualification, de ce que j'ai pu voir moi, elle est ultra importante pour arriver sur quelque chose de très qualifié et d'ultra pertinent, et pour toi et aussi pour tes clients, puisque derrière tu amènes une crédibilité et tu vends cette solution à tes clients, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est vrai que quand tu dis ça, c'est très vrai pour certains types de partenaires. Et je pense, alors j'ai pas du tout théorisé ça, mais il y a différents types de partenaires. Tu vois. Je t'ai parlé tout à l'heure de partenaires sur lesquels il y avait une complémentarité technique. Et en fait, il faut comprendre que la valeur pour eux, c'est pas tellement de revendre une rétrocom et tout, ils s'en foutent. C'est la valeur pour eux, c'est grâce à notre solution et la brique qu'on apporte, ils peuvent gagner des deals qu'ils pouvaient pas gagner avant. Et c'est pareil pour moi. Quand on me demande un entraînement théorique pointu, tout ça, aujourd'hui, je sais qu'on n'est pas au niveau. Mais du coup, donc là, je t'ai parlé de partenaires sur lesquels il y a une synergie forte. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sans eux, moi, je gagne pas un deal, et sans moi, il y a pas... Donc, c'est même pas le je t'envoie un lead ou autre, c'est juste on attaque un deal à deux, et la valeur qu'on s'apporte, c'est pas tellement de l'argent entre nous, c'est pas des rétrocommissions, c'est pas machin, c'est un deal qu'on n'aurait pas gagné sinon. Tu vois. Oui, la valeur, elle est amenée par le client au final, puisque sans ça, vous le gagnez pas, quoi. Exactement. Et donc, ce que tu vois, son partenaire, c'est un moyen d'accéder à un deal. Après, on a d'autres types de partenaires. On a des partenaires qui sont effectivement eux revendeurs. Et pour beaucoup, dans leur cas, nous, ce qu'on leur permet, c'est de vendre des jours hommes. C'est beaucoup de SN, tu vois, on a d'ailleurs des grosses ESN qui vendent place du Arsène. Et en tant que consultant, vendre un consultant qui va animer la plateforme, la fine-tuner. Parce qu'encore une fois, on a effectivement un petit côté automatique, set and forget, où tu mets en place et ça tourne pour toi. Mais quand tu veux vraiment pousser la chose, reproduire des menaces que tu viens de récupérer dans tes filtres anti-spam, tiens, typiquement, l'admin, il voit un truc arriver, il dit « ça, si c'était passé, ça aurait fait un massacre ». Et ben en fait, maintenant, tu peux avoir le cœur net. Tu prends le truc, tu le mets dans la plateforme, elle shoot, et on voit vraiment le massacre que ça aurait pu faire si tu n'avais pas eu un filtre décent, ou si le hacker avait réussi à casser ce filtre-là, à le passer. Et donc eux, ils vendent du jour homme. Et donc moi, quand je leur présente le partenariat, je leur présente pas ce que je présente aux autres de regarde, on coche cette case phishing. Je leur montre à quel point je leur permets de vendre du jour homme, du consulting, et d'apporter beaucoup plus de valeur à leurs clients que ce qu'ils auraient fait avec une solution lambda ou full automatique AI, ce que tu veux, tu vois. Je leur montre tous les trucs ils peuvent faire exactement comme le full auto AI, mais ils peuvent aussi passer des jours à faire du pilotage, faire des scénarios custom, faire des campagnes sur les VIP où ils vont se prendre un SMS, un appel vocal, un truc et tout. Et ça, ils adorent parce que du coup, eux, leur métier, c'est de vendre des jours hommes, hein, tu vois, mais ils vendent pas. Alors, il y a des cas où c'est limite, mais dans nos cas, dans ce qu'on fait, il y a tellement de compétition que tu peux pas vendre des jours à rien faire, tu vois. Donc il y a forcément des trucs qui apportent de la valeur, et créer des scénarios, les personnaliser, faire des reporting vraiment stylés pour customiser l'entraînement et avoir typiquement tes VIP, tes board members que tu veux surentraîner parce que alors surtout leurs assistants ou autres qui se font tu vois, attaquer parce qu'ils ont un haut niveau de privilège et donc représentent un risque assez élevé. Tout ça mis bout à bout fait que c'est un business qui est très différent. La valeur que je leur apporte, c'est un truc différent. C'est plus de marge. Un ticket plus gros, tu vois. Okay. Et d'autres où, typiquement les cyberassurances, ou les courtiers en cyberassurance, eux, ils veulent pouvoir assurer ou revendre ça, enfin revendre le lead, mais qu'il soit assurable. Et donc, eux, ils ont un problème de conformité, tu vois. Donc, je leur permets, en intégrant du Arsène, quand tu passes par tel ou tel broker ou tel cyberassureur, ils ont des offres Arsène et donc ils peuvent être éligibles à une cyberassurance. Donc en fait, il y a vraiment différents leviers de partenariat, tu vois, et c'est pas aussi
Ce qui, encore une fois, à notre taille, n'est pas forcément le plus malin. Tu vois, peut-être qu'il fallait s'engager sur un seul truc, mais on prend de l'insight. En fait, on prend du feedback de beaucoup de marchés différents. On a une vision beaucoup plus, je trouve, globale de ce qui se passe. Et je trouve qu'on a une bien meilleure compréhension de ce qui se passe que si on était juste sur un seul partenaire, une ESN qui doit vendre des jours hommes, tu vois. Et je pense que du coup, ça rend le produit. Je dirais que vu que si on avait qu'un seul client, on aurait été vraiment dans une direction, qu'un seul partenaire, pardon, on aurait été dans une direction avec le produit. De deux, on aurait eu un Frankenstein, mais là, vu qu'on a 3 ou 4 types différents, en fait, du coup, ça gomme et on est vraiment sur un core product, tu vois, un noyau dur de ce qu'on doit faire. Ouais. Mais ma question sur ça, c'est, je trouve que c'est très bien, au moins tu testes tout, tu vois ce qui marche, et puis au moins tu te dis là, je vais dans la bonne direction. Est-ce que tu vois un type de partenariat qui est plus pertinent pour Ascend que pour les autres? Par exemple, est-ce que tu vois, quand tu arrives à deux, comme tu disais, est-ce que quand tu as une intégration, est-ce que quand tu vends tu as un consultant, il vend du jour homme, est-ce que tu vois quelque chose qui marche mieux? Puisqu'au final, ça peut aussi te dire, là j'ai ma réponse, j'aurais dû me focus là-dessus. Ouais. Et finalement, non, ça se trouve, tu as bien fait d'aller sur tous les segments. Non, je vais te dire, selon moi, on n'a pas tout exploré encore. J'ai encore une idée de partenaire qui pourrait avoir... Alors c'est très proche de la complémentarité dont j'ai parlé avant, mais à un niveau un peu différent. Eux, j'aimerais explorer. Dans l'ensemble, ce que je t'ai raconté là, c'est ce qui marche. Et c'est pas ceux qui marchent le mieux, mais c'est le plus impressionnant, les cyberassurances. On en a une en particulier. C'est pas tout le temps que ça fait. Mais alors, la situation que je t'explique, la situation que je vais te décrire n'apparaît pas tout le temps, mais quand ça apparaît, c'est hyper impressionnant. Le cycle de vente en cyber peut être un peu long. Alors c'est hyper variable, donc tu vois, mais tu vois, tu peux des fois prendre 6 mois, tu vois, sur un projet de sensible, parce qu'en fait, ils se retrouvent avec d'autres priorités. Bah tiens, en fait, on a telle migration à faire, et tout, donc on verra. Donc c'est horrible, tu vois. 6 mois, c'est horrible. Parfois, tu as une cyberassurance qui va dire, écoutez les gars, on peut pas vous renouveler si vous n'avez pas fait un test de phishing avant la fin du mois. Là. Et quand tu as un lead qui arrive, ultra chaud. Ma cyberassurance, elle m'a dit que vous faites ça et il me faut ça pour dans 2 semaines. Bah, je te promets, ça va vite. Hein. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça nous est arrivé quelques fois. Et tu te dis, wow, en fait, le truc qui rentre, il est bouillant. Quoi. En fait, il n'a pas le choix. Et en plus, ton offre, elle est stylée tu vois, dans sa configuration. Après, c'est une offre, tu vois, c'est vraiment de la conformité. Donc, le mec, il va en call de présentation, tu n'es pas en train de lui dire, regarde tout ce que tu peux faire. Tu es en train de lui dire, bon, ton papier, là, pour ton assurance, tu l'as en appuyant sur ce bouton-là. Il faut 1 semaine pour tester tes gars. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus axé conformité. Quoi. Mais ouais, dans l'ensemble, dans l'ensemble, ce que je t'ai raconté, ça marche super bien. Tu vois. Donc cyberassurance, il y a ce côté-là qui est vraiment fort, mais il y a surtout la distribution des cyberassurances, tu vois, qui sont sur un marché qui est en pleine expansion, et donc il y a des boîtes qui ne sont pas équipées, ou même il y a des territoires sur lesquels, aujourd'hui, on a des clients aux US, à Singapour, au Maroc, Australie, enfin, on a des gens en Angleterre et tout, j'y ai jamais mis les pieds, pas en tant qu'Arsène, tu vois. Et tu touches ces marchés avec les partenaires, ouais. Et ouais, c'est distribution parce qu'on a des gros partenaires qui disent bah, prenez du Arsène, c'est cool, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive sur le radar de ces gens-là. Et donc, tous les partenaires que j'ai cités, donc cyberassurance, la notion de complémentarité, donc boîte de sensible, et j'en ai pas beaucoup, hein, mais tu vois, je sors là dans l'entretien, je t'en parlais, c'est trop bien, c'est vraiment, on est plus fort à deux, quoi. Les boîtes, les ESN, tu vois, et les boîtes qui nous utilisent comme phishing kit, quelques-unes. Là, il y a vraiment un truc Pareto, voire même, tu vois, moi, je dirais qu'on a 10% de ceux qui nous utilisent en phishing kit qui sont vraiment des beaux deals pour nous et qui font un peu de la revente et qui utilisent le produit avec, en fait, qui ont assez de volume et de fréquence, tu vois, pour qu'on ait des insights et du feedback. Ça marche bien. Tu vois. Aujourd'hui, je ne me verrais pas couper une de ces branches en disant non, on arrête, ça sert à rien. Tu vois. Par contre, cette partie phishing kit, on est beaucoup plus dur maintenant sur les partenaires. Avant, c'était un peu un moulin, tu vois, on rentrait, il y avait peu d'onboarding, peu de qualif, vas-y, sers-toi, parce qu'on s'est dit que les mecs étaient assez techniques pour s'en sortir, et en fait, on revient un peu là-dessus, et aujourd'hui, c'est un peu dur et un peu présomptueux, mais tout le monde n'a pas le droit de nous utiliser en phishing kit. Quand tu rentres et tu viens nous voir, on voudrait faire ça en one demand, ça a l'air trop cool. Y a un parcours de qualification qui est beaucoup plus dur qu'avant et qui est payant maintenant, alors qu'avant c'était porte ouverte. Quoi. Ouais, et finalement, j'imagine cette barrière à l'entrée aussi t'amène des choses bien plus qualifiées par la suite. Déjà, ça me fait récupérer du temps, parce que c'était un temps considérable de faire tous ces calls de présentation, tout ça. Et oui, ça évite. C'est vraiment une question de temps, hein, tu vois, c'est de temps et de ressources. Juste avant, tu as évoqué que tu voulais explorer un autre type de partenariat. Tu peux en parler ou... Ouais, si, bah, je vais rester vague parce que c'est pas encore fait,
mais on a déjà eu pas mal d'intérêt. Donc, je réalise que je parle beaucoup technique et donc je vais essayer je vais mettre en place des briques là. Donc on a ouvert ce qu'on appelle une API. Donc une API, en gros, c'est un moyen de s'intégrer. En gros, c'est un moyen d'avoir de la valeur de la part de mon produit sans forcément jouer avec mon produit. D'accord ? Ça peut être donc typiquement, je parlais des boîtes de Sensible. Parfois, elles ont un dashboard, du coup un LMS, un système d'apprentissage où tu fais ton QCM, tout ça. Et bah, la plateforme elle va pouvoir envoyer du phishing. Ça passe par chez nous, mais l'utilisateur n'a jamais été sur Arsène. D'accord ? Donc c'est le principe de l'API qui nous permet de programmatiquement lier les deux et déclencher des choses. Et il y a aujourd'hui un marché qui me paraît intéressant. Donc il y a la Sensible dont j'ai parlé, qui n'a pas fait de simulation et qui veut le faire parce qu'ils ont des gros comptes à une échelle vraiment poussée. Et donc là, c'est la synergie dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a également tout un marché d'éditeurs logiciels cette fois-ci. Alors, Sensible, il y a aussi du logiciel, mais vraiment beaucoup plus sur le monde technique, qui est ce qu'on appelle des SEC, des Secure Email Gateway. Donc en gros, ton filtre anti-phishing. Donc tu en as qui sont intégrés à ton Google Workspace ou ton Office 365, mais tu en as aussi qui sont spécialistes de ça. Et tu as un énorme acteur sur ce marché-là, américain, qui s'appelle Proofpoint. Et tu en as même, je dirais 5-6 qui sont très sérieux sur ce domaine-là. C'est un marché à part, on ne sait pas faire. On saurait faire des trucs, mais pas à leur niveau. Tu vois, ils ont tellement de données, tellement de défensibilité sur l'expérience qu'ils ont, les modèles qu'ils ont entraînés et tout, que détecter du phishing comme eux le font, vachement compliqué de s'y mettre. Mais ces solutions-là, tu as 5-6 leaders qui intègrent une brique de simulation de phishing. Donc en gros, ils disent, bon, on a 99% d'efficacité, le 1%, eh ben, on entraîne vos collaborateurs pour qu'ils réagissent face à ce qui risquera de passer entre les mailles du filet. Et tu as un énorme marché derrière de spécialistes du filtrage qui n'ont pas cette partie-là. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sort un peu du monde de la sensible, on rentre dans le monde de la protection technique, et c'est quand même un peu plus valorisé en termes de prix. Tu vois, c'est-à-dire que les tickets moyens ils sont plus élevés. Et du coup, il y a un truc assez intéressant, c'est que maintenant qu'on peut s'intégrer, ce que j'aimerais développer comme partenariat prochainement, et là encore sur la valeur, c'est regarder tous les appels d'offres où Proofpoint vous ouvre parce qu'ils ont un petit module de simulation de phishing, et que vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas cette machin. Maintenant, vous pouvez, vous nous intégrez et vous pouvez. Et donc là, finalement, tu n'interviens même plus dans la vente. Toujours pareil, pour démarrer, je vais intervenir, je sais comment ça va se passer, pour qu'ils apprennent à vendre et tout ça, je vais être là. Mais effectivement, après, demain, l'idée, c'est une intégration exactement, tu vois, pense la marketplace de Salesforce, des plugins, des choses comme ça, tu vois. L'idée, c'est ça. Écoute, on active ce module-là, et où les mecs, quand ils sont en appel d'offres, ils disent, bah ouais, on a Arsène, c'est bon, on sait faire phishing. Et donc ouais, ça c'est un truc que je regarde de près en ce moment parce que en fait on a déjà eu l'intérêt d'un partenaire canadien qui est venu nous voir, qui dit tiens, on aimerait bien faire ça, est-ce que tu penses qu'on pourrait l'intégrer ? Et maintenant on est à un stade du produit, c'était pas le cas avant, tu vois, où en fait je peux dire oui, tranquille quoi, tu vois. Ouais, 3 mois, t'as un truc qui fonctionne, qui est intégré et tout, tu mets avec ton équipe produit, je te mets avec mon équipe produit et on a un truc qui marche. Et donc ça c'est un marché qui m'intéresse parce que on change de dimension, on est plus sur du technique, on sort de la niche de la sensibilisation, c'est des tickets moyens plus élevés, il y a quelques gros acteurs internationaux qui sont très intéressants et qui ont un manque à gagner quand ils peuvent pas concurrencer une solution qui est bien établie mais qui est vieillissante. Et donc je vois un truc là-dessus. Et est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui que tu n'arrives pas à toucher avec tes partenariats ? Ou finalement tout est accessible dans le monde ? Tu veux dire géographiquement ? Ouais. Ouais. Parce que finalement, tu dis vous êtes une dizaine, France, etc. Mais j'ai l'impression que géographiquement, tu peux taper à peu près toutes les zones. Oui et non. Après, je vais être franc. Tu vas aux US, t'es français, t'es le tiers monde. Alors je dis ça, tu vois, une fois que tu les as en call, ça va parce que tu montres que techniquement, tu sais de quoi tu parles, t'as un produit qui est vraiment canon et qui parle pour toi. Mais par défaut, les mecs, tu vois, les Français, l'image. J'achète américain. Putain, les mecs, vous faites pas la grève, c'est quoi ? Enfin, tu vois, c'est cliché, hein, mais tu vois, les mecs sont là, la baguette. Mais j'exagère un peu, mais tu vois, ton marketing et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, vaut mieux être sur place et tout. Et ce qui plus tard me dérangera pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait des gros efforts. Tous les deals qu'on a aux US, c'est grâce à des partenaires. Trop bien, merci. Mais c'est pas. Et on a, tu vois, tout est en anglais, on a quand même cette culture, c'est de la cyber et tout. Mais bon. C'est quand même plus compliqué d'ouvrir un marché. Donc, de là, comme tu dis, petite dizaine, il faut se concentrer sur les opportunités qui fonctionnent. Et on ne peut pas être partout.
Donc quand il y a un deal qui tombe à Singapour ou quoi, on est ravis. C'est une référence internationale. Parfois, on découvre des trucs techniques différents. Alors, il n'y a pas beaucoup de différences, mais des fois des usages un peu différents. Mais de là à dire qu'on peut aller n'importe où, tu vois, je pense que ça serait présomptueux, quoi. Ok. Toujours sur le thème des partenariats, si tu devais recommencer, quelle a été ta pire erreur? On a combien de temps là Non, mais des erreurs, t'en fais plein. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu bosses beaucoup et tout, mais en fait, ouais, mais les gars, mais parce que je fais beaucoup d'erreurs. Donc, tu vois, faut qu'il y ait des trucs qui marchent au final, donc t'es obligé de faire du volume. Je pense que l'erreur principale, ou plutôt l'illusion que j'avais, c'était ce côté, effectivement, ça va régler ma distribution. Tu vois, j'arrive à un moment où, putain, j'arrivais pas à vendre, je me dis, tous ces partenaires-là, c'est pas que c'est magique, mais il y a quand même une logique derrière, ils sont référencés, ils parlent aux gens avec qui je sais qu'il y a un fit. Mais en fait, le truc, c'est que les gars, ils ont pas besoin de toi pour vivre, ils ont déjà un business, tu vois, ils ont déjà plein de trucs, donc en fait, il faut que tu leur donnes envie. Et donc, il faut que tu leur apportes des leads, que tu amorces la pompe. Et si toi, t'es en chien, pardon mon expression, en fait, t'es pas intéressant pour eux, quoi. Sauf si tu as des cas comme on a là, où tu coches une case que eux cochaient pas. Mais au début, tu cherches dans la sécurité, il y avait un truc qu'on regardait beaucoup, c'est les MSSP, les Managed Security Service Provider, donc des boîtes qui prennent ton produit, le vendent aux clients et le managent pour eux. Génial, tu te dis je vais installer ce truc là, les mecs, 2-3 partenaires, ils vont distribuer et moi je fais que de la tech. Un G, je suis confortable, tu vois, je fais du code et ça me rapporte de l'argent, trop bien. Dans les faits, non, le MSSP, alors déjà il a 15 000 mecs comme toi qui toquent à sa porte tous les matins. Et après il te dit bah t'es qui, t'as quoi pour moi, quoi. Genre toi tu dis bah j'ai rien, je pensais que c'était toi, que bah non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça c'est la plus grosse erreur, mais je pense que c'est plus l'illusion que j'avais. Et l'apprentissage qui va avec, quoi. L'apprentissage, et en fait le corollaire de ça, la conséquence de ça plutôt, c'est que je me suis dit bah le MSSP qui me parle et tout, c'est trop cool, ça va marcher, et en fait le mec qui te parle c'est qu'il a pas assez de monde à sa porte et pas bon signe, tu vois, en général. Donc je pense que c'est le plus gros truc, et j'aurais gagné beaucoup de temps à en fait, fixer des problèmes avant sur tu vois, me concentrer à fond pour que le produit réponde à vraiment des trucs de fou et coche les cases qu'on coche maintenant pour que ce soit en fait qu'on soit le partenaire idéal pour beaucoup de boîtes, et du coup ça coule tout seul et qu'on ait des super relations, mais bon, il faut le temps autant. Un, il faut faire tes erreurs, et deux, il faut aussi le temps pour développer un produit stylé et pour recruter l'équipe, enfin tu vois, tout ce que je t'ai raconté jusque là, quoi. Il y a pas de hasard, quoi. Ou sur le même thème partenariat avec le lien avec le marketing. Aujourd'hui, je comprends que c'est les deux grandes channels chez toi qui te ramènent donc à du lead et du business. Quelle est la plus simple à travailler pour toi et finalement celle que tu préfères? Alors c'est une bonne question, et la réponse, je vais essayer de faire simple, mais elle est compliquée. On a un fort caractère innovant chez Arsène, qui vend son truc, ouais, on fait de l'innovation, t'inquiète, disruption. Non, mais en gros, on aime bien innover quand même, on aime bien créer des nouveaux trucs. Tu vois, typiquement là, je sais pas si je t'ai montré la démo, mais on a un bot vocal, tu peux cloner la voix d'un de CEO, phishing. ouais, on fait du phishing. Donc en gros, le truc t'appelle, il essaie de te faire installer un malware, quoi. On a un module de phishing conversationnel, donc plutôt que t'envoyer un phishing direct avec un lien ou une pièce jointe, le truc te parle et il essaie de t'arnaquer. Donc t'appelles. Non, phishing, donc c'est un email. Okay. C'est un premier email qui est hyper neutre, genre salut Max, dis-moi, est-ce que tu as bien accès au nouvel intranet, parce que si tu n'as pas accès, en fait, on va perdre tes congés, on est en train de faire une migration et tout. Toi, tu réponds de quoi tu me parles, et le truc te dit, bah en fait, on a mis en place un nouvel intranet, machin. Tu dis, attends, c'est quoi cette histoire? Il est où l'intranet? Ah bah tiens, tu vois, et au troisième email, boum, t'as le lien et tu te fais avoir. En fait, tu crées de la confiance. Donc, tu vois, c'est des trucs innovants, il n'y a personne qui fait ça. Mais aussi parce qu'on a réussi à construire un socle, hein, tu vois, il y a eu un temps très conséquent à développer ce socle. Et une fois qu'on a pu développer ce socle-là, on a pu commencer à se marrer sur l'innovation, et ce qu'on fait aujourd'hui avec donc, du coup, ces trucs-là. Puis il y a aussi les progrès en IA générative. Alors je suis le premier à dire, c'est insupportable, les boîtes qui disent AI first et tout. On n'est pas AI first, mais par contre on utilise beaucoup l'IA générative et les technologies de voice AI pour le phishing, pour le voice cloning, pour faire des deepfakes, et pour ces notions de conversation. En fait, les LLM, c'est vraiment trop bien pour tout ce qui est ingénierie sociale. Ça sait parler comme un humain, tu peux le briefer pour grosso modo, il essaie de t'arnaquer, donc voilà. Donc ça, c'est de l'innovation. Et quand tu fais de l'innovation, je reviens à ta question, tu es quand même très content d'avoir du direct. Parce que ta boucle de feedback, elle est courte. Le partenaire, ça marche pas, il va dire ça marche pas. Bon, le client a trouvé que. Mais t'as pas le même feedback que quand tu essaies de le vendre à ton client. Et donc, même si tu veux, vision idéale, c'est même pas une vision idéale, mais un chemin qu'on pourrait faire, qu'on pourrait prendre et qui me paraît hyper viable, c'est j'ai une boîte hyper tech, on scale l'équipe d'ingé, on fait des produits de dingue et on a full channel distribution
avec une boîte beaucoup plus dimensionnée pour les partenariats, de l'enablement, où on apprend aux partenaires comment vendre, on leur apporte des leads, tout part par des partenaires, c'est 100% en direct, qui est un vrai sujet d'ailleurs. Hein. Quand tu es hybride, c'est pas bien vu. Hein. Les gros partenaires, ils aiment pas. Hein. Ils disent attends, ça se trouve, le gros compte, tu le prends en direct, l'indirect, tu me l'envoies. Tu vois, c'est pas bien vu, c'est un peu, tu vois, il y a un petit risque. Mais donc, tu vois, ça serait un modèle full indirect, on envoie tout chez les partenaires. Et puis on fait comme beaucoup de boîtes, tu as des tiers de partenaires en fonction de comment ils vendent, ils ont plus de commissions, enfin tu vois, avec un vrai truc comme ça, ce qui n'est pas exclu pour le futur, tu vois, c'est pas du tout exclu. Ça correspondrait bien au dimensionnement technique, à la vision qu'on a, à la façon qu'on a d'innover. Et puis ta croissance qui va avec, quoi. Ouais, et puis t'es focus en fait, t'es pas en train de faire 15 000 trucs parce que c'est compliqué de faire 15 000 trucs, tu vois. Mais aujourd'hui, vu le niveau d'innovation qu'on a, on a quand même besoin d'avoir du feedback direct. Sauf certains cas, on a un gros partenaire, je ne vais pas en parler maintenant, peut-être en parler. Bon, à l'European Cyber Week, on est avec Capgemini pour un projet de phishing voice cloning. Okay. Et ça, c'est un truc qui est, je veux dire, il y a un produit qui est derrière qui est à l'initiative de nos contacts chez Capgemini et qui ont eu des super idées avec ce qu'on a fait et tout. Pareil, on a une cyberassurance internationale qui est très cool, qui a eu des idées face à ce qu'on a fait en phishing. Et donc là, on s'est vraiment retrouvé en partenaire techno et eux qui disent attends, on va faire un truc de dingue parce que nos clients ils veulent ça. Et donc ton outil là que tu as créé, on va l'utiliser là-dessus. Mais forcément, on capture moins de valeur parce qu'il y a une partie de la valeur, c'est eux qui ont l'idée et nous, on est beaucoup plus techno. Mais ça reste intéressant parce qu'on est dimensionné pour et là, on envoie, quoi, tu vois, on a l'équipe. Donc, pour revenir à ta question initiale. J'ai effectivement plusieurs canaux marketing. Hein. Je t'ai parlé du référencement, on a un peu d'outbound aussi, on a un peu d'ad, enfin tu vois, on a différents trucs. C'est quand même très cool. D'une part, il y a un socle de brand awareness, hein, tu vois, de ta marque pour qu'elle soit connue, sinon on ne parle pas. Et puis tu as un socle qui te permet d'itérer, de savoir ce qui marche. Tu vois, tu mets un peu d'argent sur LinkedIn Ads ou autre, tu vas faire, je sais pas, tu vas parler de phishing. Tu vois, les gens ils en ont entendu parler 15 000 fois, tu vois. Donc en fait, ce que tu veux, c'est que si jamais ils ont besoin de phishing, ils pensent à toi. Mais en général, ils disent bon, bah, mon besoin il est couvert, je suis déjà équipé, tu as un taux d'équipement qui est énorme. Par contre, ils voient phishing, ils disent ouh. Et donc là, tu sais que tes efforts marketing, ils ont plutôt intérêt à être sur le truc en direct qui est un peu nouveau. Donc très cool pour du market testing quand tu fais de l'innovation. Et deuxième truc, c'est que tu as des calls en direct, donc tu parles à l'acheteur. Et donc tu as les vraies raisons, les vraies objections. Si t'es pas mauvais, tu sais ce qui coince dans ton produit. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est du trust ou autre. Mais si t'es pas mauvais, t'as la fibre, tu peux t'en sortir là-dessus. Donc voilà, pour moi, il y a deux chemins. Est-ce que j'ai une préférence aujourd'hui? Du temps que ça fait du business. Il y a quand même cette notion de... T'as vraiment l'impression de faire le grand écart, et donc c'est vraiment plus une question d'endurance. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus tant que c'est suffisamment... Enfin, tant que l'inconfort est justifié par la performance, c'est bon. Mais clairement, il y a un moment, tu vois, où il va falloir prendre des directions et on ne pourra pas tout faire d'un coup. Et j'ai envie de te dire, je pense que ce sera les partenaires on va privilégier les partenaires parce que l'effet long terme et d'échelle est bien meilleur. Okay. Et ils ont une expertise et ils ont un référencement, tu vois, qui nous apporte un feedback qui n'est pas dégoûtant. Et en plus de ça, là, ce qu'on a vu récemment avec nos innovations, c'est que des fois, ils ont des idées de mise en valeur d'un produit qu'on n'aurait pas. Tu vois, je veux dire bêtement, mais le phishing, premier réflexe, c'est de faire de la simulation. Tu vois, on adore ça, il n'y a pas grand monde, c'est très cool et c'est un truc qu'on fait d'ailleurs. Mais l'usage en atelier de simulation de crise, par exemple, où tu as ton CEO qui t'appelle, qui dit faut payer la rançon, ça, moi, j'aurais pas eu l'idée. Tu vas te prendre notre bot, notre technologie, l'inviter sur une conférence Teams qui se connecte, et tu reconnais la voix de ton patron qui dit bon, les gars, on paye la rançon, quoi qu'il. T'as un wow effect qui est incroyable et c'est une presta qu'on n'aurait jamais fait, l'atelier de simulation de crise. Donc je découvre aussi une valeur dans l'innovation avec ces partenaires-là, mais qui ont une maturité, qui sont exposés à des grands comptes auxquels on ne parle pas d'habitude, quoi. Ok. Donc ça, finalement, une question et plus une constatation avec ce que tu viens de dire pour terminer. Tu as été peut-être plus long à te lancer sur les partenariats, mais finalement, ta long-term value, elle sera meilleure que sur ta partie marketing. Ouais, mais je pense aussi que ça vient de la culture de la boîte, tu vois. Noyau très techno, très tech, très, tu vois, product, et pas tellement, on n'a pas ce hustle du sales, tu vois, où on agresse. Et je dis pas, c'est un truc qui me plaît beaucoup, tu vois, donc je dis pas qu'on le fasse pas, tu vois. Mais je sais aussi aujourd'hui que c'est un marché qui est très compétitif, qu'il faut se focaliser sur la différenciation et que plus
plus de temps passe, plus le produit, tu vois, il poutre, quoi. Genre aujourd'hui, vraiment, je me rappelle, il y a même, il y a un an, la situation n'avait rien à voir, quoi. J'étais en call avec des clients, les clients disaient, bon, bah, à quel point c'est différent de tel gros acteur américain, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, même les gros acteurs américains qui ont pignon sur rue, qui valent, tu vois, des millions, il y en a un qui était, je veux dire, ils font pas ce qu'on fait, quoi. Et pour faire ce qu'on fait, tu vois, ça va être du boulot, quoi. Et donc ça, c'est parce qu'on était focus sur le produit. Et mine de rien, les partenaires me permettent de le faire à plus grande échelle. Ceci étant dit, je pense que je ferme pas du tout la porte au direct pour l'instant pour ces raisons d'innovation, de feedback, d'itération et tout. Parce qu'un partenariat, et un bon partenariat, ça prend du temps. Même s'il y a des coups de cœur, il y a de l'humain et on adore ça, tu vois, ça prend quand même du temps, c'est des relations à créer, c'est... à entretenir. Ouais, il faut qu'ils connaissent. Ouais. Tu as l'enablement, tu as les premiers deals, tu vois... non, c'est un boulot aussi. Mais ouais, je t'ai fait une réponse de Normand. Mais qui me convient bien. Ouais. non, mais en vrai, ouais, j'aurais pas cette brique innovation, j'aurais un produit qui est vraiment, tu vois... typiquement, tu vois, sur le phishing qui est très mature, mes efforts sont beaucoup plus sur le développement de partenariats. Ouais. Donc c'est un produit même s'il y a des parties innovantes, grosso modo, le marché est mature, ils savent ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, là, je me rapproche beaucoup plus de partenaires complémentaires et de développement de ces partenariats-là. Et pareil, leçon apprise, tu vois, de quelques partenaires que je sélectionne, avec qui je passe du temps, avec qui je mets un costume, avec qui tu vois, on passe vraiment beaucoup de temps. Mais parce que je vois effectivement la stratégie long terme, l'upside qui est bien plus gros que si j'allais prospecter un par un. Ouais. Et après, très spécifique à un marché mature, mais par contre, le marketing l'inbound direct, quand c'est vraiment un besoin circonscrit à phishing pur, voilà, c'est parfait, quoi. Ok, peut-être pour conclure, les prochaines étapes pour toi avec Alex et Arsène. En fait, la question, c'est qu'est-ce que je peux dire ou ne peux pas dire. Il y a pas mal de choses. Le phishing, j'imagine, déjà. Ouais, alors, dans ce roadmap techno, si tu veux, on peut en parler des heures, mais en gros, hein, nous, notre job, c'est quand même de reproduire les attaques. Tu vois, les attaques, c'est chiant, mais ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a un tronc commun, qui est la manipulation de l'humain, ça reste un truc, mais les vecteurs et la façon de le faire, non seulement ça évolue pas tant que ça, mais ça va évoluer là avec les progrès. Tu vois, on le voit déjà, hein, l'IA générative, ça a permis de traduire des attaques dans des langues qui étaient moins impactées, et le Japon a vu ces attaques exploser, par exemple, parce que du coup, ton attaquant qui était francophone ou anglophone et qui était circonscrit à un beau domaine quand même, tu vois, mais tout le monde s'y a fait tabasser, il peut commencer à ouvrir. Et pareil, je vois l'évolution en tout ce qui est deepfake et tout, qui va sur les grands comptes être hyper intéressant. Donc là, du coup, là-dessus, on est côté tech, roadmap tech, on a des trucs vraiment cool en phishing. Et en fait, c'est même plus que du phishing, c'est du multicanal. C'est-à-dire que le truc t'appelle, il te demande si t'es sur son ordinateur, tu lui dis oui, il t'envoie un mail, il dit attends, je t'ai envoyé un mail, il y a un patch à appliquer maintenant, tu cliques, il dit bon, ok, alors là, tu appuies ça. Il te guide pour installer un malware. Et on te fait ça vocal et on te fait ça à l'échelle avec la voix de ton patron, enfin, c'est n'importe quoi. Et ça, j'imagine, les gens sont pas encore totalement habitués, donc c'est. Bah là, c'est de l'innovation pure. Donc, tu as un wow effect qui est incroyable. Tu vas avoir des early adopters qui sont sur des boîtes très matures. Donc, tu vois, ça parle beaucoup à des boîtes qui ont un certain niveau et des boîtes tech, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas ta boîte de 30 personnes qui va te dire ah, tiens, je te prends du phishing, sachant qu'en plus, c'est un coût quand même. Mais par contre, là, c'est vraiment innovant. On est les seuls à faire ça. C'est super cool. Donc, ouais, il y a beaucoup d'efforts là-dessus. Et également, et là, ça va dans le sens des partenariats, beaucoup d'efforts sur l'API. L'API aujourd'hui, donc il y a une partie qu'on montre, une partie qu'on montre pas. La partie qu'on montre pas, c'est la partie où, on va dire que c'est du bricolage, mais c'est très custom pour des comptes, on les intègre. Et il y a la partie qu'on montre où là, il y a une doc publique et on ouvre ce qu'on appelle des endpoints qui en gros donnent des capacités, soit de reporting, soit de déclenchement. Et ça, c'est quand même le gros point qui nous permet d'ouvrir de nouveaux partenariats dont je t'ai parlé. Et donc, ma roadmap technique est là-dessus. Ma roadmap sales, c'est vraiment des enjeux, je dirais, de brand awareness. On ouvre des nouveaux marchés. Justement, on se fait connaître sur ces trucs innovants. Et maintenant qu'on a un produit qui, encore une fois, tu vois, je ne vais pas dire qu'il n'est pas challengé, parce qu'il y a des boîtes qui sortent régulièrement et je ne les connais pas tous, donc il y a peut-être des mecs qui font un truc très bien, mais ça fait 4 ans qu'on fait que ça. Sur le phishing, il n'y a pas grand monde qui peut prétendre faire ce qu'on fait, tu vois. Et du coup, là, maintenant qu'on a cette maturité-là, sur la partie beaucoup plus opération sales, il y a un brand awareness à créer, et donc il y a beaucoup plus de production de contenu, de distribution de ce contenu-là. Et ce truc-là sert à la fois le potentiel direct, mais également les partenaires. Parce que quand tu arrives, tu vois, j'ai des partenaires, ça n'arrivait pas avant, mais j'ai des partenaires qui me disent Thomas, est-ce qu'on peut mettre Arsène sur notre site ? Encore tout à l'heure, avant d'arriver,
On aimerait bien dire qu'on a du Arsène dans notre package de techno. Élément de rassurance. Exactement. Ouais. Et ça, c'est la première. Enfin, c'est fait partie des. Tu vois, ça fait je sais pas, 6 mois que ça arrive, mais c'est la première fois que c'est là. Avant, c'était bon, est-ce qu'on peut dire que notre solution est déployée chez vous? C'est trop cool, tu vois. Et maintenant, ça commence à être l'inverse, tu vois, sur le marché francophone. Une ESN ou autre qui dit bon, on fait du phishing, on a une techno de simulation de phishing, ou on fait des opérations de phishing. Est-ce qu'on peut dire qu'on met du Arsène? Et ça, c'est hyper. Alors, ça, c'est valorisant. C'est trop bien, et tout, le mec. C'est genre. Ouais, c'est. Donc, tu vois, il y a cette opération de brand awareness et de montrer tout ce que fait le produit, quoi. Et en fait, on peut citer Bill Gates, peut-être, qui disait. Je crois que c'est Bill Gates, j'espère que c'est Bill Gates. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Il disait work hard and advertise. Je crois que c'est peut-être Jobs. Attends, je crains. Le mec qui va faire une quote ici. Mais en gros, l'idée, c'est cool. On a un produit qui est vraiment cool et on peut pas négliger, on peut pas ne pas en parler. Et donc, j'ai vraiment pas mal de travail de ce côté-là. Donc, dimensionner l'équipe, toute la strat et tout. Génial. Si on veut bosser avec toi, Arsène, on fait comment? Le mieux, c'est arsène.co. Comme ça, vous passez, donc arsen.co. Comme ça, vous passez par la qualification et on se parle que si vraiment on est intéressant pour vous. Non, mais ça, il y a vraiment ce côté, en fait, si on peut. Voilà, mais en gros, non, l'idée, c'est effectivement, s'il y a des sujets d'acculturation du collaborateur et d'entraînement de ses réflexes, c'est un sujet sur lequel on excelle, soit seul si c'est que du phishing, soit avec des partenaires qu'on sera ravis d'introduire sur la discussion pour couvrir tout ce qui est sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité. Et quand je dis qu'on a des bons partenaires, on a vraiment cette approche best of breed. Donc on a vraiment des trucs dingos, quoi. C'est vraiment très cool. Super. Et toi, on peut te retrouver où du coup? LinkedIn? Ouais, LinkedIn, ça y est, j'ai eu mon badge Top Voice. Ah, ça y est. LinkedIn, ouais, incroyable. Bravo. Donc je fais un post qui buzz par an. Le reste du temps, j'ai Max qui like mes posts, donc voilà. C'est vraiment cool. Non, mais ouais, par contre, quand ça buzz fort et c'est assez drôle. Ouais, t'avais fait des beaux posts. Ouais, il y a une histoire assez folle. On a failli pirater une ville par erreur. Je tease le truc, mais vous pouvez me trouver sur post, ouais, Thomas Lecause, LE.COZ, Arsène. Et voilà. Super, bah écoute, je te remercie d'avoir participé à ce premier épisode. Max, c'était un plaisir de faire la première et de parler avec toi. Ouais, bah écoute, moi aussi, j'espère qu'on vous a donné beaucoup d'insights en tout cas sur les partenariats. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris sur Arsène, la cybersécurité. J'ai l'impression d'avoir pitché pendant... Mais c'était cool, moi j'ai beaucoup appris aussi, tu vois, on se parle souvent, mais finalement... On fera un glossaire dans les show notes parce que je suis sûr que j'ai balancé plein de trucs qui étaient incompréhensibles. Non, c'était super cool, je suis très content de t'avoir eu. Encore une fois, merci. Pour ceux qui suivent, abonnez-vous et puis likez, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes.